Cube. Il manie l'idée. La persuasion, le silence. Informé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Je vous rappelle ce discours prononcé en octobre dernier après l'attaque du Hamas en Israël, au début de la contre-offensive d'Israël. Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. C'était prononcé sur la rue, là, devant des centaines, des milliers de personnes réunies. Adil Sharkawi. Donc, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Ben, on en reparle aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas d'accusation. Le directeur des poursuites criminelles et pénales vient tout juste d'émettre ce communiqué. Ils disent, ils ont reçu le dossier de la GRC, ont étudié le dossier de la GRC, disent l'avoir soumis à un groupe, un comité, pas un comité, mais un groupe de 3 personnes, une table de 3 personnes du DPCP qui ont regardé est-ce que ça répondait aux critères pour obtenir une condamnation de ce qui est prévu au Code criminel d'incitation à la haine. Alors, je vous lis, le DPCP conclut que la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe identifiable au sens de la disposition du Code criminel applicable. Je vous dis tout de suite, ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez vous souvenir, quand on avait eu ce débat à l'automne, on avait, écoutez, je l'avais avoué publiquement, moi j'ignorais. Puis j'aurais pas dû, c'est quelque chose qui avait déjà été mentionné, mais ça m'avait échappé. Je pense que la grande majorité du public était comme moi et ignorait qu'au début des années 2000, au Canada, dans le Code criminel, dans le chapitre sur le discours haineux, on avait ajouté une exemption religieuse. Donc, si tu tiens un discours haineux, mais que la source, puis là, demandez-moi pas quelle interprétation en ferait un jour la Cour suprême si on arrivait là, mais on doit tenir compte des convictions religieuses. Donc, un discours haineux qui serait basé sur Dieu ou des convictions religieuses sincères, ben, c'est pas la même affaire. Même si ça pourrait avoir l'air d'une incitation à la haine, je reviens là-dessus parce que le DPCP ne réfère pas à ça. Dans son communiqué, le DPCP ne nous dit pas est-ce que c'est à cause de l'exemption religieuse ou c'est sans tenir compte de l'exemption religieuse. Le DPCP nous dit la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine au sens du Code criminel. Mais est-ce que le Code criminel contient cette disposition religieuse? Est-ce que c'est elle qui fournit l'espèce de clé qui permet à Adil Sharkawi de tenir son propos? Le DPCP ne précise pas ça. Je vais vous avouer que j'ai plusieurs questions. On se demande toujours, est-ce qu'on achète la paix? Est-ce que le DPCP, pas de raison de remettre en doute la compétence, la bonne volonté de ces gens-là? Puis après ça, il y a le délai. Parce qu'il y a des propos qui ont été tenus au mois d'octobre. Bon, la plainte, l'étude, puis l'enquête de la GRC remis au DPCP, c'est arrivé quelques semaines plus tard, mais quand même. Tu sais, les propos, mettons ces 3-4 phrases, mettons avec la mise en contexte autour, mettons 10 phrases. Tu peux-tu étudier 10 phrases pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Fait qu'à un moment donné, on finit qu'on se demande, est-ce qu'on laisse tout simplement passer du temps en se disant, plus le temps passe, plus les propos sont vieux, plus l'opinion publique s'en souvient vaguement ou l'a un peu oublié. Donc, c'est finalement maintenant à la mi-mai que la décision tombe. Donc, pas d'accusation contre Adil Sharkawi. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y a eu en fin de semaine ces rassemblements à Québec. Ça a brassé pas mal. Rassemblement de jeunes dans les parcs. Ils étaient nombreux. Ils étaient surtout, je dirais, complètement crinqués et non respectueux des services de police, de l'autorité. Les policiers qui ont dû intervenir quand même durement. Puis certains parents en sont pleins ou ont chialé que la police avait été raide avec leurs jeunes, des jeunes assez jeunes, des 15-16 ans, mais là, les jeunes,
justement, si vous les considérez comme parents qui sont si jeunes que ça, mieux de vous en occuper. Laissez-les pas faire ça si vous voulez pas que la police les ramasse. En tout cas, c'est mon opinion. Denis Turcotte, chef du service de police de la Ville de Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, vous voulez pas que ça se reproduise la fin de semaine qui vient? Bien, assurément que non. Hein? Pourquoi pas avoir du fun et avoir du plaisir, tout le monde ensemble à la place? Ouais. Et comment vous expliquez, quelques jours qui se sont passés, comment vous expliquez les événements? Est-ce que c'est quelque chose de spontané qui a mal viré? Est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a des petites gangs derrière ça? T'sais, avec du recul, comment vous expliquez ce qui s'est produit en fin de semaine passée? Mais dans le fond, hein, c'est le phénomène de foule. Ça prend un agitateur ou deux, ou une poignée d'agitateurs pour faire réagir une foule. Ça, c'est connu, on sait comment ça fonctionne, puis vous le savez vous aussi. Quand quelqu'un a un mouvement de foule, les gens suivent, les gens sont curieux, vont voir, puis ça fait des mouvements de foule des fois imprévus. Donc, l'intoxication, beaucoup de monde intoxiqué en surdose, soit d'alcool ou de médicaments ou de drogue. Puis quelques-uns qui ont voulu défier la police par un défi qui se sont donnés entre eux dans le but de filmer les policiers en intervention, puis de possiblement faire ce qu'ils ont fait, de diffuser une petite clip pour tenter de nous faire mal paraître. Ben, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine, mais vous avez vu comment que ça l'a fini. Là. Les policiers ne se sont pas laissés prendre au jeu, mais le jeune étant déçu de la non-intervention des policiers parce que lui voulait se faire courir par la police, ben, il est allé se placer en avant du véhicule de patrouille pour les empêcher d'avancer et de quitter la place parce que il y a des replis stratégiques qu'on fait à l'occasion, qu'on fait juste se repositionner, la tension baisse. Puis le but dans ça, c'est que la fête continue, mais dans le bon ordre. Ouais. Alors, il y avait eu quoi comme arrestation en fin de semaine passée, finalement? À la fin, le bilan, ça avait été quoi? Ben, il y a une quinzaine de constats d'infraction qui ont été remis, puis deux arrestations. Tous des mineurs? Oui, en grande majorité, tous des mineurs. Puis les deux arrestations, il n'y a pas eu de détention dans ça. Ça a été des adolescents qui ont été remis à leurs parents. Y a-tu des parents qui étaient fâchés? Ben, vous l'avez vu comme moi, là. Il y a une dame qui était pas contente là, de notre intervention. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Ouais, c'est son fils. Ça, je l'avais vu passer, puis je parlais exactement à l'inverse, là, de parents, je vais les appeler des parents sérieux, là, des parents qui ramassaient leurs jeunes en disant... Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que t'as fait? Dans quoi tu t'es mêlé? Vous sentiez des parents qui étaient en mode intervention, qui prenaient au sérieux que, comme parents, c'était pas acceptable ce que leur jeune venait de faire? L'avez-vous senti qu'il y a des parents qui réagissaient de cette façon que je vais qualifier, moi, de plus responsable? Ben, on le sent encore aujourd'hui, là, avec les réactions, que le monde comprenne notre intervention, on l'a expliqué. Puis les gens, ils disent, même j'ai entendu aujourd'hui à plusieurs reprises de dire qu'ils nous ont trouvés patients. Ils nous ont trouvés patients dans notre intervention et ont dit qu'il aurait peut-être dû intervenir un petit peu avant. Mais regardez, si les policiers étaient sur place, c'est leur jugement. Ils ont jugé intervenir à ce moment-là. Puis moi, j'ai pleinement confiance en leur jugement. Donc, en fin de semaine qui vient, parce que c'est une fin de semaine de 3 jours, on annonce du très beau temps. Prévoyez-vous le même genre de rassemblement? Ben, si le même genre de rassemblement, ben, soyez assurés qu'on va être là. C'est sûr et certain qu'on va être là parce qu'on suit le développement de ces rassemblements-là et on va avoir les effectifs nécessaires pour répondre là, aux besoins. Mais moi, ce que je dis à la population, puis aux parents, puis aux jeunes, s'il y en a qui nous écoutent, là, s'il vous plaît, ayez du plaisir, amusez-vous, mais dans le respect de l'ordre. Puis quand si un policier vous interpelle, ben, collaborez. Parce que si vous avez commis une infraction au règlement municipal ou une infraction criminelle qui est encore plus grave, ben, c'est sûr et certain que les policiers, quand on a des appels, on a des débordements, ben on intervient et on ne peut pas laisser aller les choses comme ça. Vous parlez d'infraction, que ce soit au criminel ou au code municipal, mais c'est quoi, dans ce genre de rassemblement, c'est quoi que vous craignez le plus? Bon, les jeunes s'amusent, c'est qu'ils se tapent sur la gueule entre eux, c'est qu'ils brisent du matériel, que ce soit dans le parc, les installations de la ville. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Ou qu'est-ce, par exemple, en fin de semaine passée, qu'est-ce qui était le plus susceptible d'arriver là, d'inacceptable? Ben, c'est quand on regarde des jeunes qui manipulent des feux d'artifice dans leurs mains, puis qui dirigent ça vers les résidences, qui dirigent ça vers les gens, on peut avoir des blessures graves avec ça. Là. Ben oui, c'est très dangereux. Ça, je veux pas que ça se reproduise, là, c'est sûr et certain, c'est très dangereux. Là. Puis pourquoi aller se battre ensemble dans des parcs pour attirer l'attention?
Il me semble que ce serait beaucoup plus le fun. En tout cas, dans mon temps, là, on avait du plaisir, plus qu'on passait plus à s'amuser et à faire certains jeux puis certaines activités de sport dans les parcs, tout ça, puis d'avoir du plaisir que de penser à se battre ensemble. Est-ce que, puis c'est sûrement pas, s'il y a des centaines de jeunes, c'est sûrement pas le cas de l'ensemble, mais est-ce que derrière ça, un peu comme on voit à Montréal, à Québec, vous êtes pris avec des petits groupes qu'on qualifierait plus de gangs, là, de gangs qui ont des intentions criminelles, qui se camouflent dans ces foules-là? Est-ce que vous êtes pris avec ça aussi? Ben, c'est sûr qu'il y en a, mais sauf que c'est des individus que on les connaît pas tous comme de raison, mais on en connaît une grande partie. Puis quand on les voit se rassembler, ben pour nous, on est capable de détecter ça. Et quand il y a une montée d'agressivité, ben souvent juste par notre présence, lors d'une première intervention à Charlebourg durant la fin de semaine, un peu plus tôt, juste le fait que les policiers sont arrivés sur place, la moitié de la foule s'est dispersée. Donc, les gens, ça ne leur tente pas là, de faire face à la police, de nous confronter, là, parce qu'ils savent qu'il y a du débordement. Fait que quand on arrive sur place, les bons là, citoyens, là, on va dire ça comme ça, là, ben, ils se dispersent, là, puis ils écoutent ce que les policiers leur disent, là, puis ils respectent les règlements. Mais ça prend 2-3 agitateurs, malheureusement, puis c'est eux sur lesquels on va intervenir. On va souhaiter que ça se passe bien en fin de semaine, que les gens profitent du beau temps de la bonne façon. Denis Turcotte, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour. La fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre. Montpetit, Dumont. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, projet de loi 57, le jour de son dépôt, on avait l'impression que c'était juste du bon, parce que, tu sais, l'objectif est noble. On veut protéger les élus municipaux contre ou les élus en général, remarque, là, contre l'intimidation, des propos haineux sur les réseaux sociaux ou autres. Mais donc, une étude plus approfondie soulève quand même, ça fait une couple de semaines là, qu'il y a des questions qui sont soulevées sur jusqu'où ce projet pourrait restreindre l'espèce de liberté normale de critiquer. Et là, ce matin, c'est carrément une lettre signée par les chefs du Journal de Montréal, de la presse, des chefs de nouvelles de TVA, de Radio-Canada, de la plupart des grands médias, de la presse canadienne, qui conjointement disent il y a un problème, il y a un flou avec ce projet de loi-là qui pourrait même aller jusqu'à restreindre la capacité d'un média de faire son travail critique. Ben, il y a beaucoup de choses, moi, qui me surprennent. Plus, c'est peut-être très parlementaire ce que je vais t'exposer dans cet échange-là. Mais tu vois, ma première surprise aujourd'hui avec cette sortie-là qui est extrêmement légitime. Puis tu sais, on sait là, un projet de loi, Mario, là, de mémoire, moi, j'en ai pas vu de parfait, qui a pas été amendé du tout, qui a été déposé à l'Assemblée nationale, tu sais, et puis le diable est dans les détails, puis le nombre de fois qu'il y a des échanges qui peuvent durer des heures. C'est rare que la première version, c'est celle qui est adoptée à la fin. Là. Il y a toujours du travail sur le texte. C'est à peu près toujours. Moi, je me rappelle avoir fait un échange avec, je me souviens pas si c'était Lionel Carmon ou Christian Dubé dans un projet de loi, et c'était, dans le projet de loi, il y avait le mot « peut », et moi, je voulais le mot « doit ». Puis ça, c'est du législatif, là, parce que ces juristes me disaient « Oui, mais peut, il y a une portée ou il y a une obligation. » Je dis « Je comprends, mais ça laisse la place à l'interprétation. Peut, là, pour moi, là, Mario, tu peux aller chercher du lait en rentrant de chez vous si tu veux. Je t'ai pas dit tu dois aller chercher du lait, c'est un autre verbe, là. Écoute, on a fait un échange, je me disais, je peux pas croire que ça fait comme 3 heures qu'on est dans un échange en commission parlementaire avec un ministre qui aurait d'autres choses à faire. Puis en même temps, c'est ça le rôle d'un législateur. Puis t'as des juristes qui sont en arrière, qui ont d'autres interprétations aussi. Donc ça met en tout cas. Finalement, ça a fini, pour te vendre le punch, ça a fini avec doigt dans le projet de loi. Mais en travail, c'est un peu la même chose. Ce que je comprends, pour avoir des discussions avec le cabinet, juste pour avoir le petit historique en arrière, c'est qu'ils peuvent pas mettre un citoyen qui aurait harcelé ou un citoyen qui aurait intimidé ou, tu sais, mettre ces mots-là ou qui aurait fait des menaces parce que tu tombes dans le code criminel. Donc là, les juristes ont essayé de trouver un mot qui dit pas ça, mais qui laisse entendre ça. Donc, ils ont utilisé le mot « entraver ». Donc, de toute évidence,
mauvais choix de mots parce que peut-être pas assez défini, parce que ça veut dire quoi entraver le travail d'un élu? Ça veut dire un journaliste qui taperait sur un projet de loi, puis même pas taperait, tu sais, critiquerait un projet de loi pendant plusieurs jours, ben là, t'entraves l'action gouvernementale. Ouais, mais mettons, enlevons un projet de loi, mettons un compte de dépenses pour un souper aux huîtres, mettons, là. Mais là, t'entraves rien. Moi, honnêtement, je vois même pas, tu sais, là, après ça, c'est du gros bon sens, mais je comprends que l'idée, c'est toujours de voir un peu le pire à travers ça. Mais tu vois-tu un élu, toi, aller qui est pris dans une tourmente comme ça, qui pourrait déposer une injonction, qui pourrait déposer une mise en demeure aux journalistes, qui pourrait déposer une plainte pour diffamation. Généralement, ils le font pas parce qu'on s'entend que c'est pas super bien perçu. Puis là, t'irais te retourner vers la cour en disant je veux un peu ça que vous lui demandiez. Tu sais, c'est pas ça l'intention qui est derrière le projet de loi. Une fois qu'on a dit ça, tu sais, le diable est dans les détails, puis la ministre Laforêt, elle a tout intérêt à venir vraiment encadrer ça puis s'assurer que c'est pas mal interprété, parce que demain matin, si on se retrouve avec, tu sais, j'avais vu les exemples qui avaient été donnés par des syndicats sur un élu municipal qui, parce la ministre Laforêt, elle a répondu, moi, je me fie au bon jugement des élus municipaux, hein. C'est toujours très dangereux dans une interprétation de loi, de se fier au jugement. Tu sais. La loi, faut qu'elle soit claire. Dans ma vie, j'ai connu quelques élus municipaux auxels je ne me fierais pas au bon jugement. Élus municipaux ou autres. Tu sais, la question d'un projet de loi, là, c'est, tu sais, si c'est interprété par les cours, à la limite, par les juges, à la limite, mais par le reste du monde, il faudrait que ce soit clair. Tu sais, puis les syndicats faisaient valoir un conseil municipal, un élu qui avait envoyé une mise en demeure à un citoyen parce qu'il l'avait traité d'incompétent. Là, je me dis, si comme citoyen, tu peux plus questionner la compétence de ton élu, c'est pas une insulte à la base, là. Ça dépend toujours comment c'est utilisé, mais c'est pour ça que ça peut déraper. Mais tu sais, je voyais, entre autres, t'as reçu dans ton émission ce matin à SCN, la porte-parole du Parti libéral du Québec. On voit bien que les oppositions sont vraiment pas contre le projet de loi. Il n'y a pas de levée de bouclier. Au contraire, sont pour l'objectif principal. Après ça, c'est sûr que la ministre a un travail à faire, à mon avis, avec sa gang de juristes pour trouver une façon que d'aucune façon il puisse y avoir un cas au lendemain de l'adoption du projet de loi, puis que ça dérape. Ce qui me surprend dans tout ce processus-là, Mario, c'est que je me disais, on doit être encore aux consultations, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais ils sont rendus déjà à l'étude détaillée. Oui, ils sont dedans, là. Ça m'a surpris que cette levée de bouclier-là se fasse pas lors des consultations. C'est un petit peu tard, là. C'est la limite dans le temps, là, pour faire valoir ces points-là. Parce que c'est quand même des questions qu'on a soulevées quand le projet de loi a été déposé, à savoir est-ce que ça brime la liberté d'expression d'un citoyen, est-ce que ça brime la liberté de presse et tout. Ça m'a juste surpris, parce que je me suis dit, c'est quoi le contexte aujourd'hui de cette sortie-là? Est-ce que c'est des consultations qui vont reprendre la semaine prochaine? Pas du tout, ils sont rendus en étude détaillée. Ceci dit, moi, on m'a confirmé au cabinet de la ministre qu'il y a vraiment une préoccupation par rapport à ces éléments-là qui ont été soulevés et qu'il y a vraiment une volonté d'y répondre aussi. Donc, je présume qu'elle va arriver avec des amendements qui vont venir gérer ça plus étroitement. Je le souhaite, je nous le souhaite. Suivre. Marie, tout ce dossier là, du temps d'écran, de l'accès aux réseaux sociaux, de l'âge à partir duquel tu pourras avoir accès aux réseaux sociaux, ça n'avait pas trop intéressé le gouvernement Legault jusqu'à maintenant. En fait, c'est surtout le PQ là, qui avait martelé ça. Mais là, coup de théâtre, les jeunes de la CAQ, la commission jeunesse de la CAQ, qui monte aux barricades, on donne pas un appui directement au Parti québécois, mais dit, voilà des questions dont nous, la CAQ, on devrait s'occuper. Bon, Mario, toi et moi, on a fait partie de commission jeunesse. Y a-t-il quelque chose de plus le fun que de voir une commission jeunesse qui dépose une résolution politique alors que son propre chef
il y a 10 jours, a dit qu'il fermait la porte à cette question-là. François Legault, il était très clair. Il a dit, moi, je légiférerai pas sur la majorité numérique. Je m'en vais pas là. Et là, sa commission politique, la relève de la CAQ, dit, non, nous, on veut faire le débat. Nous, on veut faire le débat. Puis on va faire le débat. Je trouve qu'il y a quelque chose de rafraîchissant. Je trouve qu'il y a quelque chose de sain quand ça... Je serais dans une position difficile, Marie, mais pour pas dire que c'est bien qu'une commission jeunesse brasse son parti. Oh, t'as fait ça, toi, Mario? Ouais, il y a des rumeurs. Je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps, mais il y a des rumeurs, des écrits là, qui racontent ça. Mais dans ce cas-ci, mais dans ce cas-ci, ils sont vraiment... ils brassent le gouvernement, là. Oui, puis c'est un dossier, tu sais, je trouve ça doublement sain parce que dans ce dossier-là, on a tendance à dire... Ben là, on va pas interdire aux jeunes d'être sur leur téléphone, puis sur leurs écrans, puis sur leurs médias sociaux. Ça va les traumatiser encore davantage. Je trouve ça le fun là que ce soit des jeunes, au contraire, qui disent un instant, c'est un dossier qui nous concerne directement. On a un enjeu de santé publique. On voit nos amis, nos pères qui sont isolés, qui ont des enjeux de réussite éducative, qui ont des enjeux de sommeil. On veut avoir la discussion et on veut que le gouvernement se penche sur ces questions-là. Donc, je trouve ça extraordinaire de ce point de vue-là démocratique, politique. Puis, ben là, tu vois, ça a déjà forcé un petit peu la main à Lionel Carman aujourd'hui, qui est sorti en disant « Ouais, ben écoutez, on va l'avoir, la discussion. » Je sais pas s'ils vont finir par l'avoir parce que, tu sais, Mario, la question des écrans, des téléphones dans les écoles, ça fait quand même un bon 5 ans là, tu sais, au Québec, on l'aborde. Là, on comprend que peut-être Paul Saint-Pierre Plamondon a mis un peu le pied sur l'accélérateur en disant qu'il fallait en faire une priorité, que c'était un enjeu de santé publique. Puis les jeunes de la CAQ ont repris les mêmes arguments. Je veux pas donner tout le mérite à Paul Saint-Pierre Plamondon en ce sens qu'il y a exactement le même débat en ce moment en France, il y a exactement, tu sais, je veux dire, là, c'est vraiment quelque chose qui se passe un petit peu partout à l'international. Cette préoccupation de santé publique, des algorithmes des médias sociaux, des heures qui sont passées sur les écrans entre autres. Là. Mais finalement, cette fin de semaine, là, la fin de semaine du 25 mai, on avait beaucoup parlé, évidemment, de Gabriel Nadeau-Dubois, du Conseil national de Québec solidaire, mais il y a aussi un Conseil général de la CAQ là, qui, si les jeunes... Il pourrait y avoir un débat serré sur le plancher, là, si les jeunes poussent leur affaire, tiennent à leur affaire. Il ne fera pas nécessairement l'unanimité dans le parti. Fait qu'on pourrait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Sur l'âge, Mario, qu'ils ont mis, tu sais, 16 ans. Je regardais tout ça à l'international, la France, c'est 15. Il y a plusieurs pays qui ont adopté 15, 14. Il y a même des pays qui ont adopté 13. 16 ans, je suis intéressée à suivre l'argumentaire qu'il va avoir derrière ça sur peut-être le développement. Il va y avoir probablement des exemples psychologiques, mais ça va être des débats. Il y a le PLQ qui a son conseil général aussi le même week-end. Donc, ça va être... grosse fin de semaine politique. Grosse fin de semaine politique. Le lundi, qui on va avoir bien des affaires à se raconter. Merci, Marie. À demain. Merci. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors, la FIC qui dit reprendre ses moyens de pression, je vous fais l'historique rapide. On avait eu ces ententes dans le secteur public qui étaient survenues durant les fêtes, mais la FIC n'en faisait pas partie. Et on est finalement arrivé à une entente un peu plus tard qui a été finalement rejetée par les membres. Et donc, on se demandait de quelle façon la négociation allait reprendre à partir de là. Est-ce que ça négocie fort? Est-ce que ça négocie pas? Je suis certaine la FIC sent le besoin d'essayer de brasser un peu la négociation. Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, co-responsable de la négociation, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, qu'est-ce qui vous reste comme outil dans votre manche, là? En fait, il nous en reste plusieurs. Faut pas... en fait, on continue la négociation. Oui, vous l'avez bien dit, les membres ont refusé à plus de 61% la proposition d'entente de principe. On a pris le temps de bien écouter les membres, qu'est-ce qui convenait pas dans cette entente-là. Puis effectivement, cette semaine, on a fait le constat qu'on devait reprendre
la mobilisation puis d'être visible. Fait qu'à court terme, en fait, ce que les membres veulent, c'est d'être visible. Fait que tous les mardis, les gens vont reporter l'uniforme. Il y a des limites noires. Ils vont être présents sur les unités de soins. Donc, ils vont se faire voir de la population. Et au fur et à mesure que la négociation va se continuer, parce qu'elle a repris depuis 2 semaines, quand on va avoir plus de précision, parce que ça fait partie des éléments quand on est revenu à la table de négociation, on a demandé au gouvernement de nous préciser plus clairement qu'est-ce qu'ils veulent précisément, c'est quoi leurs besoins en termes de flexibilité, mobilité, souplesse, tous les termes là, qu'on entend là, ici et là, pour qu'on soit en mesure de trouver le bon chemin pour que les professionnels en soins soient capables de dire oui, tout en étant conscients qu'on doit donner des soins à la population. Et c'est ça que les membres nous ont dit dans les 3 dernières semaines. Elles veulent qu'on respecte leur expertise puis leur expérience, leur compétences dans les unités de soins où elles travaillent. Donc, c'est ça le travail qu'on a à faire dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. Est-ce que vous sentez, parce que bon, je me mets dans le pot du gouvernement, lui a réglé les autres conventions, déjà avait réglé les autres avant vous, fini par s'entendre avec vous, les membres disent non, c'est les seuls, parce que les autres syndicats, les membres ont dit oui. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence du gouvernement aux tables de négociation, ou bien ils vont poliment, mais ils vous laissent traîner? Les prochaines semaines vont plus répondre à cette question-là. Pour le moment, on a des rencontres quand même régulières à la table de négociation. Oui, c'est vrai que l'ensemble de la fonction publique a réglé, mais très, très peu d'infirmières. On représente à la FIC près de 90-95% des infirmières qui travaillent dans le réseau public et aussi dans les établissements privés conventionnés. Donc, c'est quand même un gros morceau, puis on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux de difficultés d'accessibilité. On le voit là présentement dans la région de l'Abitibi, puis même la Côte-Nord. C'est un manque de professionnels en soins, d'infirmières principalement qu'on vit. Donc, le gouvernement, il faut qu'il s'assoie avec nous autres parce que les membres veulent donner des soins de qualité sécuritaire, mais pas les traiter de n'importe quelle manière. Donc, je pense que le gouvernement aurait intérêt à s'asseoir avec nous autres pour être capable de conclure parce que vous l'avez bien dit, c'est les membres là actuellement qui refusent. Il y a tellement de questions puis de préoccupations en lien avec la réforme que la réforme du B est en train de démarrer. Donc, plusieurs éléments de préoccupation de la part des membres actuellement qu'on doit tenter de répondre tout en tentant de conclure la négociation. Cet enjeu de la flexibilité, vous l'avez dit, le gouvernement nous a toujours dit que c'était sur une base volontaire. Il est resté, pour le public, il est resté quelque chose d'incompréhensible. Le gouvernement a toujours maintenu que la flexibilité était sur une base volontaire. Et vous nous redites aujourd'hui, là, nos membres ne voulaient pas se faire comme si on allait prendre une infirmière qui n'a jamais été en cardiologie, là, qui est en néonatalité, on allait la sacrer en cardiologie du jour au lendemain, elle ne connaît pas ça, puis la mettre dans... Je suis obligé de vous dire que c'est ça qui s'est passé dans certaines régions puis dans certains établissements. Fait que les membres sont pas folles, là. Ils l'ont vu, puis certaines l'ont vécu. Dans Mauricie, centre du Québec, c'est exactement ça qui s'est passé. On a pris des départements qui étaient pas compatibles d'un point de vue soins, on a décidé de les fusionner, puis là, ça permet de déplacer, mobiliser, dites le terme que vous voulez, de la manière dont vous voulez, sans demander le volontariat. C'est une façon de l'imposer, et c'est ça qui s'est passé dans certains départements. Et dans certaines régions, il y a des employeurs locaux qui ont discuté avec les équipes syndicales qui attendaient un peu la conclusion de l'entente de principe pour peut-être faire certaines fusions. On voit là aujourd'hui, le ministre Dubé a lancé l'idée de faire une équipe volante nationale qui veut bien lève la main sur une base volontaire. C'est une excellente idée. On l'avait proposé nous-mêmes à la table de négo. Mais là, vous n'êtes pas dedans. Là. C'est la FTQ et la CSN qui font ça avec le ministre Dubé pour sauver la situation dans le cadre de la fin du recours aux agences, quelque chose que vous demandiez. Puis là, dans l'espèce de mesure d'urgence, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes isolé, laissé de côté. Nuançons, c'est pas une mesure d'urgence. En fait, le ministre Dubé vient de le dire dans les dernières communications. C'est une fois que les textes de la convention collective au niveau du Front commun vont être signés. On avait nous-mêmes proposé ce genre de solution-là en novembre, mais la partie patronale nous a dit non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est pour ça que ça me surprend un peu. L'idée derrière ça, elle est excellente. On en est. Comment être capable de se sevrer des agences de placement dans le réseau? C'est entre autres par le volontariat, comme on voit d'une région à l'autre,
Mais on va se dire les vraies choses. La masse critique là, des infirmières, c'est au niveau de la FIC, c'est majoritairement la FIC qui représente les infirmières exercères, les inhalothérapeutes au Québec. Fait que oui, peut-être que l'entente avec le FTQ puis CSN est intéressante, mais ça touche une minorité d'infirmières actuellement au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a hâte de voir là, les prochaines semaines à la table de négociation si justement cette idée-là d'équipe volante, on pourrait pas la développer peut-être un peu plus largement pour rendre ça vraiment attractif, ce genre de conditions-là d'équipe volante, parce qu'on sait pour qui certaines infirmières lèveraient la main pour être déplacées de cette manière-là. Est-ce que la grève est encore dans la liste des options? Parce que là, on a parlé de remettre une pression sur le gouvernement. Bon, quand on parle de la grève, on parle pas d'une grève. On ferme pas les hôpitaux comme on a fermé les écoles l'automne dernier. Mais avec ce que ça représente, là, une grève, les services essentiels maintenus, mais est-ce que c'est quand même encore envisagé? Est-ce qu'on pourrait se retrouver, je sais pas, à l'été ou au mois de juin en grève du côté de la FIC? Tout est envisageable. La grève fait effectivement partie encore des outils qu'on peut utiliser. Nos membres nous ont dit, dans le cadre justement de ce rejet-là, qu'ils étaient prêts à se mobiliser. La grève peut être utilisée lorsque ça va être nécessaire. À court terme, on ne le voit pas justement parce qu'on attend justement des réponses de la partie patronale dans le cadre justement de la question de la flexibilité. Mais si on arrive devant un nœud et on n'a pas le choix, ça fait partie d'un moyen qu'on peut utiliser. Puis nos membres ont adopté à 95%, il y a à peine quelques mois, la possibilité d'utiliser la grève comme moyen de pression. Je suis allé à la question la plus pessimiste, retomber en grève. Mettons que j'allais à l'autre bout du spectre, la plus optimiste. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que c'est imaginable là, qu'on nous arrive par surprise un petit blitz de négociation puis d'ici une semaine ou deux à un règlement est-ce qu'il reste assez peu de clauses à régler que si le gouvernement cédait sur quelques-unes et vous, est-ce qu'une entente rapide, c'est quelque chose de pensable ou c'est complètement hors considération? Notre volonté est toujours là. Si on peut en arriver à une entente de principe plus tôt, ce sera le mieux pour tout le monde. Premièrement, la population du Québec, puis ensuite, évidemment, les conditions de travail des professionnels en soins. Mais pour ça, on doit répondre justement aux questions et aux préoccupations de nos membres. On a eu le mandat de revenir à la table avec 5 éléments qu'on a exposés, notamment la flexibilité, mobilité, c'est ce qu'on a nommé, la question de la prime que les professionnels en soins ont perdue et 3 autres éléments qui sont encore de façon secondaire, mais qui sont quand même présentes. Vous savez, là, les infirmières, les soignantes, c'est majoritairement des femmes. Donc, la conciliation famille-travail, il y a beaucoup de soignantes qui travaillent à temps partiel actuellement, puis c'est par raison conciliation famille-travail. Fait qu'il faut tenir en compte cet élément-là dans le genre de conditions qu'on met pour être capable d'attirer, mais surtout garder. Fait qu'il faut regarder ces 2, 3, 5 éléments-là. En fait, là, c'est les 5 éléments qu'on a nommés à la partie patronale. Puis si on arrive à une entente plus tôt, on veut pas faire la grève parce qu'on a du plaisir à faire la grève. On veut arriver à une entente pour les soins de la population puis pour les membres qu'on représente. Jérôme Rousseau, vice-président de la FIC. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous, M. Dumont. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la nouvelle, je pense, qui a surpris beaucoup de gens cet après-midi, alors qu'on a appris du côté du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, le DPCP, qu'il n'y aura pas d'accusation portée contre Adil Sharkawi, cet imam controversé qui, je le rappelle, là, en octobre dernier, un peu après les attentats là, du 7 octobre en Israël, 28 octobre, manifestation là, en soutien à la Palestine qui se tenait à Montréal et où on l'avait entendu tenir des propos qui, selon toute vraisemblance, tiennent de l'incitation à la haine, ni plus ni moins. C'est-à-dire, je lis le propos, le concentré, le cœur. Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza. Dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. Oui, il n'épargne personne. Ça fait partie des termes qu'il utilisait effectivement. Et donc, c'est ce que le DPCP a jugé comme... le DPCP conclut que la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe identifiable
au sens du code criminel. Puis c'est un peu la défense qu'avait utilisée M. Charkaoui, là, qui s'était justifié lui-même dans une vidéo qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dit essentiellement, j'ai cité le Coran, c'est des propos religieux, c'est une prière à Dieu, et j'ai pas mentionné les Juifs. C'est ça. C'est pas un discours à la haine, parce qu'il demande à Dieu de tuer des gens. Oui. Tu vois, il a appelé Dieu, c'est Dieu qui ferait de la haine en tuant des gens, Mario, et non pas Adil Charkaoui lui-même, tu comprends? Ce que le DPCP, et j'ai lu en détail le communiqué, ce que le DPCP ne précise pas. Si on se reporte, les gens qui ont de bonne mémoire, si on se reporte en octobre-novembre dernier, quand on avait discuté de toutes ces choses-là, on avait mis la loupe, d'ailleurs je pense que bien du monde ont appris ça, ça ne le savait pas avant, on avait mis la loupe sur cet ajout qui date du début des années 2000, donc d'un gouvernement libéral à l'époque sous Jean Chrétien, ou Paul Martin, je ne sais plus, mais un gouvernement libéral, où on avait rajouté dans le code criminel un paragraphe qui s'appelle l'exemption religieuse. Donc, dans le chapitre de notre code criminel au Canada sur le discours haineux, il y avait cet ajout pour venir dire, si un discours haineux est basé sur des convictions religieuses sincères, puis réfère à Dieu, puis tout ça, il n'y a aucun discours qui pourrait être jugé haineux. Mais, ça amène une nuance. Des affaires qui seraient pas acceptables pour quelqu'un d'autre deviennent acceptables dans le contexte religieux. Et Charkaoui s'était appuyé, entre autres, là-dessus pour dire qu'il avait le droit de dire ça. Mais le DPCP ne nous dit pas, il dit que selon lui, je répète ce que je disais tantôt, ne constitue pas l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe au sens du code criminel. Mais il ne dit pas, est-ce que l'assise de sa décision, c'est le paragraphe général sur le discours haineux, ou est-ce que c'est cet alinéa très, très, très spécifique sur l'exception religieuse? On aurait été curieux de savoir jusqu'à quel point l'exception religieuse a influencé la décision du DPCP, mais c'est pas mentionné du tout dans le communiqué. Non, c'est pas mentionné, on reste un peu sur notre fin, puis quel étrange alinéa. Je pense que tu utilisais les bons mots, Mario, en disant on a comme découvert ça l'automne passé. Moi, je savais. Moi, des gens me l'ont reproché, des gens m'ont écrit t'aurais dû savoir ça. Il y a eu un débat, je pense, en 2021. Il y a déjà des gens qui avaient soulevé cette question-là. Sincèrement, je ne sais pas tout ça. Ça m'avait passé sous le nez. Je suis inaperçu. Mais moi, j'ai découvert ça cet automne. Je disais, voyons, dans le Code criminel du Canada, dans le chapitre sur le discours haineux, il y a un alinéa d'exception religieuse. Ouais, c'est un peu plus correct si votre haine est justifiée par votre religion. Ouais. C'est bizarre. Étrange. Parce que normalement, le discours haineux, c'est censé être neutre. Le discours haineux n'est pas permis au Canada. Si t'appelles à la haine ou t'appelles à un meurtre ou t'appelles au nom des considérations environnementales ou au nom de tes convictions que toi tu trouves qu'il y a trop de taxes au Canada parce que toi t'es une personne très 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 anti-taxe ou que t'as une conviction religieuse, normalement tout ça devrait pas. C'est interdit. Ma lecture à moi, en tout cas. Ben oui, il n'y a pas plusieurs types d'extrémisme. Un discours extrémiste, un discours haineux, c'est un discours haineux, point. Il n'y a pas une justification, il n'y a pas un meilleur discours haineux. Mais c'est parce ou que ça moins en grave. dit long, c'est toute l'évolution du Canada. Là. C'était le wokisme avant qu'on connaisse le mot. C'est-à-dire toute cette idée du multiculturalisme où tu dois tout accommoder, incluant de dire, OK, mais là, dans notre pays, maintenant, il y a des extrémistes religieux. Donc, il faut donc que notre code criminel, chapitre discours haineux, s'adapte à ça. Fasse un accommodement pour les extrémistes religieux. Pour leur donner le droit d'avoir un discours là, à la frange un peu haineux, mais légal. Ouais. Légal. Mais là, ce qui pourrait devenir intéressant, c'est si ça se concrétise. Tu sais, si on a plus d'informations, puis on comprend que c'est vraiment à cause de ça, là. Évidemment, on spécule. On le saura jamais. On le saura peut-être jamais. On le saura jamais parce que le DPCP, à la fin de leur communiqué, si je ne me trompe pas, ils disent qu'ils donneront aucune entrevue là-dessus. Ouais, puis ce qui est leur procédure habituelle quand même. Là, Non, maintenant, des fois, ils donnent certaines entrevues, mais là, je pense que c'est un sujet hyper délicat, là, tu sais, fait que... pas d'entrevue, donc je pense qu'on ne le saura jamais. Il faut se contenter de la phrase générale. Le DPCP conclut que... il nous rappelle que le communiqué nous explique c'est quoi le rôle du DPCP. Ils doivent décider est-ce qu'ils ont la matière nécessaire pour être convaincus qu'une condamnation au criminel est possible ou est probable, en fait. Et là, ils disent la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine au sens du code criminel. Donc voilà. Ce que je note aussi autour de ça, c'est que ça risque pas d'aider dans ce qui se passe comme climat de tension en ce moment. Là, ça
se passe relativement bien à Montréal. Il y a beau avoir des campements, il y a pas eu d'affrontement, pas de violence dans les dernières semaines, les derniers mois. Plus tranquille, c'est vrai. Charkaoui, probablement, lui, se sentant un peu menacé quand même parce que c'est tenu plus tranquille. Mais juste une dernière remarque sur le délai, parce que je sais, je veux pas être cynique, je sais que le DPCP a un rôle important puis pas toujours facile, mais mettons, tu peux-tu étudier 3 phrases pendant 4 mois? C'est beaucoup de mois. C'est plus de mois que de phrases. Tu peux-tu étudier 3 phrases pendant 4 mois? C'est un petit peu... Ou à un moment donné, est-ce qu'on se demande pas comme citoyen, ouais, il y a un bout où tu laisses passer du temps, point, là, parce que pas compliqué, plus ça fait longtemps, plus on oublie, plus c'est vieux, plus les propos, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Plus trop... Je me pose quand même la question, est-ce qu'il y a un moment où tu dis on a juste laissé passer on avait déjà décidé qu'on porterait pas d'accusations, mais on laisse couler de l'eau en dessous des ponts, là, puis à un moment donné on va sortir ça, là, il va faire plus beau, en tout cas. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être qu'on a étudié sérieusement tous les alinéas, toute la jurisprudence, mais je trouve ça bien long. Actualité. L'autre dossier qui a fait beaucoup réagir parce que ça affecte presque tout le monde, sauf ceux qui ont des voitures électriques, désormais, le prix de l'essence. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Énergie et de l'Économie, qui s'était déjà penché sur le fameux prix de l'essence, avait mandaté même un expert. À Québec, là, c'est vraiment dans la ville de Québec. En fait, l'histoire est partie, puis on l'avait fait en entrevue ici à Cube, du député de Beauce-Sud. Samuel Poulain. C'est ça. Lui avait pris le mort aux dents, son monde était fâché chez eux, avait demandé ça, une étude sur le prix de l'essence en Beauce. Mais tu sais, la Beauce, c'est la grande région Québec, je te dis à Appalaches, qu'on appelle le grand Québec. Et des gens à Québec qui avaient dit oui, il a raison, lui là en Beauce, mais nous autres, tu sais, à Québec, on paye anormalement cher, on paye plus cher qu'à Montréal, malgré que les taxes sont supposées être moins élevées, puis tout ça. Et là, c'est Pierre Fitzgibbon qui avait dit, OK, on va faire une étude, j'en commande une étude sur le prix de l'essence à Québec. Et c'est le professeur Robert Clark qui s'était penché là-dessus, donc qui était devenu le mandataire du ministère de l'Économie, puis qui a rendu aujourd'hui son rapport de 111 pages là-dessus. Et lui, il recommande une chose qui, selon toute vraisemblance, c'est ce qui a été annoncé par M. Fitzgibbon aujourd'hui, va aller de l'avant, c'est-à-dire d'abolir le prix plancher de l'essence. Là. Donc, dans l'espoir de faire diminuer le coût du litre à la pompe. Parce qu'il existe, comme ça, depuis 1997, pour, supposément, protéger les petits joueurs du marché de l'essence. Le prix plancher avait été établi, si je ne me trompe pas, par le PQ à l'époque, parce que il y avait quelques géants qui voulaient tuer les petits indépendants. Et pour tuer les petits indépendants, ils vendaient l'essence à perte. Puis ils se disaient, nous, tu sais, mettons que t'es Petro-Canada ou Ultramar, tu peux vendre pendant 2-3 mois l'essence à perte. Puis si ça fait tomber des concurrents, je veux dire, tu vois, ton argent, tu vas le refaire en devenant un oligopole ou en ayant moins de concurrence. Tu vas refaire cet argent-là, puis toi, tu peux te permettre de le faire. Alors que le petit indépendant, lui, là, s'il perd de l'argent pendant 2-3 mois, il crève, il ferme boutique tout simplement. Ouais, obligé de mettre la clé sous la porte. Donc, c'est une tactique qu'on voulait éviter en 97. Mais là, on se comprend qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins de ces petits joueurs du marché de l'essence. Et de deux, on a surtout un problème qu'on paye l'essence vraiment cher. Donc, de mettre un plancher, OK, tu peux pas vendre en bas de tel prix. Bien plus de gens qui voudraient, de personnes qui voudraient avoir un plafond, là. Donc, on s'engage du côté de M. Fitzgibbon à déposer, là, avant les vacances estivales, parce que c'est bien connu, là, c'est l'été, les vacances de la construction, soudainement, le prix de l'essence explose, là, par pure coïncidence, je dirais certains, mais là, on va obliger, donc, les stations-service, à partir de maintenant, à remettre toutes les modifications du prix de l'essence qu'ils vont faire. Là. Donc, si t'es une station-service, tu modifies ton prix de l'essence, tu es obligé de communiquer avec la Régie de l'énergie du Québec pour leur dire, attention, j'augmente de 3 sous le litre aujourd'hui. Ça, c'est une façon en même temps de voir s'il y a collusion. Là. Oui. Si tout le monde appelle dans la même demi-heure pour dire on fait la même augmentation... Oui, mais là, tu sais qu'il y a cartel. Suspect. D'ailleurs, il y a une question, j'en profite, Mario, une question qui a été posée là-dessus, le cartel du prix de l'essence à M. Fitzgibbon, qui on commence à le connaître, notre Fitzgibbon national. Il n'a pas la langue dans sa poche, hein? Et là, répond quand il demande est-ce qu'il y a un cartel, croyez-vous en l'existence d'un cartel du prix de l'essence? Il a répondu soupçon. Ouais, le soupçon, on pourrait dire ça.
En même temps, j'ai aucune idée. Ça me fait sourire de voir M. Fitzgibbon s'avancer là-dedans. Non, il peut pas affirmer ça. Là. Ça serait quasiment une accusation d'ordre criminel. Là, oui, absolument. Tu peux pas lancer ça de même, là, mais... C'est très M. Fitzgibbon, là, ce genre de phrase-là. Il en a lancé d'ailleurs une deuxième en quittant le point de presse. C'est-à-dire qu'en quittant, il a demandé s'il y avait l'intention de baisser les taxes sur l'essence. Il a dit pas pantoute, s'il y a quelque chose, il faudrait même les augmenter. Puis après ça, sur les réseaux sociaux, il a précisé. Il dit non, j'ai jamais dit qu'il fallait les augmenter. J'ai dit que s'il fallait y toucher, ça serait plus les augmenter que les baisser. Bon, on comprend qu'il est encore... C'est le même homme qui disait il y a quelques mois, d'ici quelques années, il faudra avoir la moitié moins d'auto sur la route. Là. Oui. C'est un verre, M. Fitzgibbon, à sa façon. Mais c'est vrai. Oui. Après ça, il y a des gens qui disent que la CAQ n'est pas environnementaliste. Non, mais lui, il est quand même étonnant dans ses positions. Mais je pense pas que politiquement, il veut augmenter la taxe sur l'essence. Tout savoir en 24 minutes. On continue de parler de la coalition Avenir Québec parce qu'aujourd'hui... Oui, mais cette fois-ci, pas du gouvernement, là, mais bien du parti, de ses militants. Exactement, mais particulièrement des jeunes militants. La commission de la relève de la coalition Avenir Québec, là, donc les jeunes, l'aile jeunesse étudiante de la CAQ qui sont en train de presser, ni plus ni moins, leur parti pour afficher une position beaucoup plus dure sur les réseaux sociaux et leur éventuelle interdiction. Parce que c'est un point qui a été soulevé, entre autres, beaucoup par le Parti québécois, qui fait un peu d'un fer de lance là, de ses futures campagnes d'aller s'attaquer au temps d'écran chez les jeunes. Problème qui est global, là, sur lequel on veut tout le monde s'attaquer, mais qui, déjà, plus tôt cette semaine, François Legault avait comme rejeté l'idée d'instaurer une majorité numérique, là, c'est-à-dire un âge à partir duquel vous avez le droit d'être sur les réseaux sociaux, puis pas avant. Et là, ben pourtant, après avoir tourné ça au ridicule, quelques jours plus tard, c'est son aile jeunesse qui, eux, demande à ce que ce soit interdit au moins de 16 ans. Ah ouais. C'est tard, 16 ans. Quand on sait, par exemple, que la France, même la Floride, donc comprends-tu, s'il y a un État aux États-Unis qui va des fois de position assez forte, merci, c'est celui-là. Eux, c'est 14 ans. Pourtant, on parle de 15 ans ou 14 ans. Et là, on veut aller jusqu'à 16 ans. Ça a été affirmé, là, ça a été plutôt pas critiqué, mais amené comme étant un plan intéressant qu'on va étudier du côté là, du ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui est bien évidemment un caquiste, lui aussi. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est la faisabilité. Ouais, mais ça me plaît en triple, Alexandre. En triple? On a dit, vas-y. Ça me plaît d'abord parce que le sujet m'intéresse. Je pense que la CAQ s'en est pas assez occupée. Le PQ sonnait l'alarme et je trouve que les jeunes de la CAQ, sur le fond, je dis pas qu'ils ont raison sur le 16 ans, je dis qu'ils ont raison d'amener le sujet. 2, ça me plaît parce que je trouve qu'on a... Moi, j'ai fait partie d'une aile jeunesse là, qui est passée à l'histoire pour avoir brassé son propre parti politique, mais je trouve qu'on n'entend pas assez, les ailes jeunesse dans les partis. Alors, bravo aux jeunes de la CAQ. Et 3, je trouve que le sujet il y a vraiment un côté où tu te dis, ils n'ont pas eu peur. Parce que ça peut être facile pour l'aile jeunesse d'un parti d'amener des propositions, mais tu sais, sur une matière, je sais pas où... Tu sais, le gouvernement s'est jamais trop prononcé, puis t'amènes une idée neuve, là, tout le monde va dire « Ah, c'est une idée intéressante ». Mais là, c'est sûr que les jeunes entre eux ont eu la discussion, ils ont dit « Ouais, mais là, M. Legault, le parti, ont déjà dit non. » Tu sais, la question a été posée à l'Assemblée nationale par Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit « On touche pas à ça ». Fait qu'il y a un côté fronceur, un côté... oui, on y va pareil. C'est pas... Tu sais, on affronte notre parti, puis on n'affronte pas dans le sens qu'on déchire pas notre carte de membre, mais on se tient debout comme jeunes. On croit à notre affaire, puis c'est pas parce que le parti... pas parce que le sujet est délicat ou que le parti a déjà dit des choses qu'on ravale nos positions. Alors, c'est vraiment bon. C'est vraiment une excellente chose. Puis, je vais te dire une chose... ça va nous prendre du popcorn la fin de semaine du 25 mai, là. Ben oui, parce que là, ça va être c'est la même fin de semaine, t'as le Conseil national de Québec solidaire. Bon, on sait les enjeux, Gabriel Nadeau-Dubois, le grand virage de son parti, ça risque de brasser. Mais si les gens de la CAQ tiennent leur bout, ça se peut que ça brasse là aussi, là, que les jeunes de la CAQ arrivent avec leur affaire, que ça plaise pas tout le monde au Conseil des ministres, pour avoir aussi à la CAQ des débats animés. Oui. Grosse fin de semaine de politique en vue. Ben oui, dans 10 jours. Puis qui d'autre que de mieux placé dans cette histoire-là que les jeunes eux-mêmes pour parler du temps d'écran chez les jeunes. Absolument. Je trouve ça super intéressant d'entendre ça aujourd'hui. Tout savoir en 24 minutes.
Je parle de ce dossier de Nordvolt. On a découvert, je le rappelle, là, il y a quelque temps de ça, des engins explosifs là, sur le site, là, le futur site de la méga usine de Nordvolt. Engins incendiaires. Là, au départ, on avait parlé comme d'engins explosifs. Après ça a été engins incendiaires. On a dit que le mécanisme là, du côté des autorités, le mécanisme n'avait pas fonctionné. Donc, que les engins mais n'ont ça pas avait un explosé. peu mis en doute. Il y a des gens qui avaient comme un peu laissé entendre que dans le fond, c'était des gens qui avaient voulu faire peur, mais qui n'avaient pas vraiment voulu faire provoquer les explosions. Comme des fausses bombes juste pour faire le saut aux gens sur place, envoyer un message. Mais c'est pas le cas, là. Ça ne semble pas être le cas parce que il y a des messages anonymes là, qui ont été publiés sur le site web Anarchiste Montréal Contre-Information. Donc, on se comprend, c'est un message anonyme. Impossible de vérifier si les gens qui sont derrière le message sont bel et bien les mêmes qui sont allés poser les engins. Mais ils le revendiquent, en tout cas. Là, disent que c'est eux qui ont fait ça. Et eux expliquent que non, c'était véritablement des engins incendiaires qui avaient pour objectif de s'enflammer et d'endommager les véhicules, voire les détruire, là, les véhicules de construction. On se comprend, il s'était pas indiqué s'ils prétendaient ou voulaient qu'il y ait des gens dessus. Eux disent non, c'est les véhicules qu'on voulait endommager. Et ils expliquent même que c'est la température qu'ils ont pas pris en compte. Là. Le fait que c'était très humide, il y avait eu de la pluie également, puis c'est ça qui aurait empêché leur dispositif de se déclencher. Donc, c'est quand même une perspective un peu inquiétante. Exactement, c'est inquiétant, puis ça nous ramène à ce questionnement. Est-ce qu'il y a vraiment... Parce que ça nous ramène à c'est une forme de terrorisme. Je sais qu'il y a eu... J'étais en vacances à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait eu un débat ici sur le mot. Ouais, éco-vandalisme versus éco-terrorisme, par exemple. C'est plus que du vandalisme, là. Tu mets des bombes, des objets incendiaires sur des véhicules où il y a des êtres humains potentiellement. À mon avis, ça dépasse un peu le vandalisme que de briser des clôtures ou des choses comme ça, là. Ils ont expliqué un peu leur motivation aussi, Mario. Je vais m'en passer parce que j'étais curieux particulièrement de savoir là, de toute la liste, puis jamais je condamne absolument tous les gestes violents comme ça qui se produisent, mais je veux dire, mettons dans la liste des usines ou des projets polluants dans le monde, mettons. À quel point tu veux t'attaquer, t'es un militant environnemental, puis en haut de ta liste, c'est Nordvolt, une usine de batterie pour des autos électriques. Ouais. Ben, eux disent, tu vois, que c'est un gouvernement de Legault, gouvernement colonial, qui a des intérêts là-dedans, puis les véhicules électriques que la compagnie planifie équiper avec des batteries sont une fausse solution à la destruction environnementale. Bon. Ça mérite d'être clair. Le gouvernement, la première phrase, c'était le gouvernement Legault quoi? Le gouvernement de Legault, entre parenthèses, comme tout autre gouvernement colonial, a politiquement intérêt à ce que le projet ait de l'avant. Ben oui, ils veulent que l'économie du Québec roule bien, la batterie, oui, c'est ça. Oui, puis il y a des actions là-dedans, mais c'est nous tous, là, c'est pas François Legault personnellement. L'actionnariat du gouvernement dans le projet, il nous appartient collectivement, incluant eux, là. Oui. Qu'ils le veuillent ou non. Tant et aussi longtemps qu'ils sont citoyens du Québec, il y a un petit bout de Nordvolt qui est à eux, on est actionnaires. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. C'est le gouvernement Legault qui a annoncé aujourd'hui avec une entente avec la CSN et la FTQ pour sevrer le réseau de santé des agences de placement de personnel, là, c'est-à-dire dans ces dossiers qu'on a vus là, de régions plus éloignées qui ont de la difficulté là, en période de pénurie de main-d'œuvre à donner des services décents de santé auprès de la population. Là. On l'a vu, le Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, entre autres, 2 régions névralgiques dans lesquelles, quand on n'est pas capable là, avec les agences de placement de trouver des gens, il n'y a pas de service, il y a des annulations de chirurgie, il y a des quarts de travail qui sont pas remplis. Et là, donc, on crée une équipe volante. Là. C'est vraiment une équipe dont on vise à avoir à peu près une 50aine d'employés. Si on veut, ça va être comme les pompiers, hein, les répondeurs d'urgence de notre système. Dépanner une région ou dépanner un système de santé. Pendant cette période de transition, l'idée, c'est pas que ce soit là pour toute la vie. Non. Mais pendant cette période de transition où on essaie de se sevrer des agences, de se retirer de l'usage des agences, donc aller combler les postes. Il y a 2 nouvelles là-dedans. D'abord, il y a une excellente nouvelle. Je pense que pour le ministre Dubé, là, c'était une grosse réussite dans son... Je dis réussite dans son opération extrêmement compliquée. Et rapide. Ils ont fait ça rapidement. De sortir des agences. Donc là, il se crée une équipe de choc avec 2 syndicats. La moins bonne nouvelle, bizarre, c'est que la FIC soit pas là-dedans. Là. Le premier syndicat de personnel infirmier au Québec, c'est la FIC. Plus tôt, j'ai parlé avec un représentant de la FIC qui me disait là, c'est parce que vu que notre convention est signée, et pas signée encore, nous autres, on peut pas... Je sais pas, moi, si j'étais à la FIC, je serais pas bien, là, parce que la FIC, là, était le premier syndicat à demander la fin du recours aux agences, puis le ministre Dubé
fait exactement ce qu'eux demandaient à la fin du recours aux agences. Ils font pas partie de l'équipe volante. Ils font pas partie de la solution. Je trouve ça gênant. Économie. On a parlé pas mal de vols de voitures dans les derniers mois, là, depuis qu'on a eu comme cet éveil collectif, je vais appeler ça comme ça. Là. Soudainement, on a allumé qu'il se volait pas mal de véhicules au Canada et au Québec. Et là, ben, on a les chiffres qui ont été donnés par le Bureau d'assurance du Canada sur combien ça a coûté. Finalement, combien ça a coûté en argent juste en réclamation d'assurance? Parce que, OK, les véhicules se font voler, se font acheminer dans d'autres pays, on connaît le stratagème. Puis après ça, mais il y a des coûts économiques quand même. Ici, là, c'est pas gratuit de remplacer les autos. La victime, elle immédiatement se retourne vers ses assurances, réclame le montant. Et les assurances, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils impriment pas d'argent. Les assurances, ils prennent sur les primes de tout le monde. Et là, au Québec, en 2023, c'est 346 millions de dollars que ça a coûté aux assurances rembourser ces véhicules-là. Au Canada, au complet, c'est plus d'1 milliard. 1,5 oui, milliard. C'est 1,5 milliard. C'est le montant le plus élevé là, jamais enregistré, bien évidemment. Par contre, au Québec, ça ralentit un tout petit peu. S'il y a peut-être une bonne nouvelle dans une mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2022, c'était encore plus élevé. C'était 372 millions de dollars. Là, on est comme retombé à 346. Non, mais ça s'est déplacé vers l'Ontario. Là. C'est-à-dire que ça sortait toujours par le port de Montréal, mais le phénomène du vol s'est déplacé. C'est pas pour rien là, que c'est la police de l'Ontario est débarquée à Montréal. Le problème s'est déplacé vers l'Ontario. Question de... Ça demeure pour le Québec très, très présent tant qu'on démantèle pas les réseaux. Je veux dire, si l'Ontario combat les voleurs de véhicules un peu plus fort, ça va revenir au Québec. On n'en sort pas, là. Non, effectivement, le problème fait juste se déplacer. Puis ce qui est encore plus dommage pour le reste des automobilistes, c'est que la prime auto, là, sur la dernière année, on dit que la prime, en moyenne, a augmenté de 105 $ au Québec. Incroyable. En moyenne. Le Monde. Mario, toi et moi sommes des passionnés d'archéologie, d'histoire antique. Ouais. Quelle nouvelle qui est tombée aujourd'hui dans la revue Communications, Earth and Environment, des scientifiques qui ont réussi à trouver, mais surtout à prouver qu'il existait avant un ancien bras du Nil, le fameux fleuve en Égypte, donc une portion du fleuve légendaire qui se rendait jusqu'à côté des pyramides de l'Égypte ancienne. Parce que ça fait, évidemment... Parce qu'il y a un mystère autour de la construction des pyramides, là, une époque où il n'y avait pas, disons, tout l'équipement, les grues, le matériel qu'on a aujourd'hui. Oui, puis je recommence encore une fois pour ceux qui nous suivent à la maison, c'est pas les aliens qui ont aidé les anciens Égyptiens à construire les pyramides, mais cette théorie du complot-là continue de fleurir année après année parce qu'on n'est pas capable de prouver hors de tout doute comment les pyramides ont été construites. Mais là, maintenant, on apprend que ce bras de rivière, là, donc qui se rendait jusque-là, baptisé Aramat, ce qui veut dire pyramide en arabe, était long de 64 km, puis la disposition même des pyramides dans la vallée du Nil, là, les 31 pyramides qui se trouvent, là, entre autres, avec évidemment Khéops, Képhren, Mykérinos, qui sont les plus grosses, ils sont pas placés là par hasard. Mais aujourd'hui, maintenant, oui, c'est un espèce d'endroit désertique, mais avant, il y avait ce très large bras de rivière qui se rendait sur place. Puis c'est ce qui explique que les pyramides ont été construites à ces endroits-là. C'était l'endroit le plus propice où on pouvait amener directement des matériaux. Évidemment, les blocs de pierre gigantesques qu'on amenait jusque-là, mais tout le reste des matériaux, la main-d'œuvre qui se rendait sur place pour construire les pyramides en question. On a trouvé ça grâce à de l'imagerie satellitaire radar, ce qui est assez intéressant, merci, ce qui permet d'aller voir sous les couches de sol, qu'est-ce qui subsiste en dessous. Donc, ça se cachait tout ça sous du sable, mais aussi sous des terres agricoles qui aujourd'hui existent par-dessus tout ça. Et maintenant, on a fait comme des fouilles en profondeur, sorties de la terre, puis on s'est rendu compte que c'est bel et bien vrai. Il y a déjà eu un bras du Nil à cet endroit-là. Donc, c'est quand même un pied de nez à tous les complotistes, tous les gens les sceptiques qui continuent à croire qu'il y aurait eu Ça demeure une prouesse. Mais il y a beaucoup de choses comme ça quand tu voyages, quand tu visites. Tu sais, des constructions, à la limite, le Colisée de Rome, là, avec l'eau qui passait, un système d'aqueduc interne qui amenait l'eau jusqu'au 3e étage. C'est pas, on se pense intelligent aujourd'hui, là. Et le monde était avec des moyens moindres, puis tout ça, mais le monde était brillant. Jadis aussi, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal,
Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, les gens de la région de Québec qui ont eu finalement ce rapport que leur avait promis Pierre Fitzgibbon sur le prix de l'essence chez eux. Oui, effectivement, à la suite d'une étude, en fait, que le ministre de l'Énergie et de l'Innovation de la région de Montréal, de l'Économie, c'est à peu près ça, hein, son titre. Mais dans ce cas-ci, c'est comme ministre de l'Énergie. Et là, c'est le ministre de l'Énergie. C'est pour montrer qu'il emmenait large quand même. C'est une étude qui avait commandé à un prof de l'Université Queen's HEC Montréal, Robert Clark, pour essayer d'expliquer comment ça fait qu'il y avait des écarts. Parce que là, tu parles de la région de Québec, de la capitale nationale, mais il y a aussi 3 autres régions où on s'est rendu compte que, alors que le prix moyen de l'essence au Québec était autour de 1,65 en 2023, là, c'est des chiffres de 2023, ben, il y avait des disparités quand même importantes dans 4 régions principales, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Montréal, Bas-du-Fleuve, Côte-Nord, ça fait 5, là, mais bref. Il y avait, dans plusieurs régions, on se demandait même, puis ça, c'est une question qui revient, écoute, je pense que ça fait 30 ans qu'on se pose la question, y a-t-il collusion? Et évidemment, on n'est jamais capable de prouver qu'il y a collusion. Il y a eu plusieurs tentatives je me souviens à l'époque, Feu Claude Béchard avait essayé lui aussi de faire la lumière là-dessus. Il voulait même arriver à contrôler les pétrolières. Il voulait leur dire, ne faites pas ça, ne vous prenez pas des marges exubérantes et astronomiques. Puis là, on se rend compte finalement que l'étude du professeur Clark nous dit que c'est pas mal les marges bénéficiaires qui sont la raison pour laquelle il y a des disparités comme ça, parce qu'on n'est plus gourmand dans certaines régions où on évalue, là, c'est mon hypothèse, que le monde est plus capable de payer ou plus, si tu veux, prisonnier de leur voiture, donc ils n'ont pas le choix. Moi, je trouve ça épouvantable. En partant, les régions frontalières sont protégées, là. Si t'es en Outaouais, tu peux aller faire le plein protégé parce que t'as d'autres concurrents. C'est ça le problème. C'est un problème de concurrence, dans le fond, t'sais. Mais c'est difficile à essayer de contenir. C'est des compagnies privées. Essaye tu peux mettre des lois, par exemple, puis d'ailleurs, il y a une loi. C'est des compagnies privées pour un bien, là, puis je vais prendre un terme économique, mais inélastique. En d'autres termes, quand on dit inélastique, c'est que le prix fluctue, ça fait pas tant changer la demande parce que t'as un véhicule, un travail, ça tu prend mets pas d'eau dedans. Pour faire tes kilomètres pour aller au travail, faut que tu mettes de l'essence dans ton véhicule. Ouais. Bon, on peut toujours dire que quand le prix monte trop, il y a des gens qui remplacent pour un véhicule électrique ou qui vont faire du covoiturage, mais sur l'ensemble, là, la norme, c'est que tout le monde est obligé d'en mettre. C'est ça la base. Et pour le moment, en tout cas, toute chose étant égale par ailleurs, pour le moment, c'est ça. J'entendais l'autre jour un spécialiste qui disait, c'est possible que le prix de l'essence baisse. Non pas parce que Pierre Fitzgibbon aurait eu un effet de contrôle, ces mesures auraient pour effet de contrôler les pétrolières, mais bien parce que tu parles de demande, la demande va baisser de pétrole puisque les gens vont de plus en plus choisir l'électrique. Mais ça, c'est encore quelques années. Ça va venir, mais... Oui, mais tu sais, en ce moment, le prix moyen d'un véhicule électrique, Mario, là, c'est 73 000 73 000 j'ai été surprise de voir ça il n'y a pas longtemps. C'est cher. C'est très cher. Par contre, moi, je dis ça beaucoup, là, puis je me fais toujours répondre. Le 73 000, là? Je dis beaucoup, les experts en automobile disent, attention, là, dans les 3, 4, 5 prochaines années, toutes les compagnies, semble-t-il... vont baisser. Ça a commencé... Non, mais ont des modèles bon marché. Oui. Tesla, un modèle bon marché qui arrive, plusieurs autres joueurs coréens. Donc, semble-t-il qu'il y a une série de véhicules dans le 30, 35, 40 000 là, qui s'en viennent, là. Ouais, mais pour l'instant, t'as raison, beaucoup de véhicules de luxe dans l'électrique. Ils ont comme pas le choix, tu sais. Puis c'est Elon Musk qui part un peu le bal avec ça en cassant, c'est vite dit, là, il casse pas les prix, mais disons qu'il incite pas mal tout le monde à baisser le prix des véhicules. Il a commencé à offrir, là, il y a un modèle Tesla qui doit sortir vraiment plus abordable. À 30 quelques mille. Ouais, c'est ça. Bon. Mais on va voir. Puis là, il y aura moins d'incitatifs aussi. Ça, je pense que ça va avoir un impact sur les gens. Mais je reviens à l'essence, il y a quand même... Donc, on fait quoi, tu sais? Parce que c'est quand même fascinant de voir... Là, on est jeudi, là. Je suis sûr que ça a augmenté. J'ai pas checké, là, avant de venir. Je suis sûr que l'essence a augmenté. Fin de semaine de 3 jours. Moi, j'ai fait le plein hier. Souvent, je me fais prendre. Grosse fin de semaine. En plus, il doit savoir que c'est une grosse fin de semaine pour bien du monde, incluant toi. Oui. Oui, c'est ton anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, bref, j'espère que, tu sais, ils vont pas te faire de cadeaux si tu vas faire le plein, là. Tu vas payer le gros prix. Je le fais pas souvent, moi. Non, pourquoi? J'ai un hybride. OK, tu le fais un peu moins souvent que les autres, ouais. Quand je fais des plus longues distances, mais mettons juste mes petites allées au bureau pis tout ça, là.
j'utilise essentiellement pas d'essence. Ouais. Ben moi, je t'invite à ton chalet à te mettre un brancheur électrique. Tu vas venir chez nous? Oui. OK. J'irais me brancher. Je pourrais quand même contribuer. Un branchement collectif. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Mais bref, ce qu'il veut, c'est qu'il veut, parce que là, le dossier est rendu au bureau de la concurrence aussi. Ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on veut, c'est abolir le prix plancher. Tu sais, parce que l'histoire du prix plancher, là, c'est qu'en 1997, il y avait des petits détaillants qui mangeaient leur bas parce que les gros, Esso, Petro-Can, cassaient les prix. Ils vendaient à perte pour tuer les indépendants. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Mais là, aujourd'hui, tu sais, ça fait plus de 20 ans. C'est comme, ça fait quasiment 30 ans. Ça tient plus. Donc, on veut enlever le prix plancher. Et Fitzgibbon a été étonnant parce que, puis je t'entendais dire, coudonc, il est vert. Mais je pense que t'as raison. Il est plus vert qu'on pense parce que, d'abord, lui, il dit, moi, si c'était que de moi, j'augmenterais le prix de l'essence. Puis il n'y a pas tort. Et beaucoup, tu sais, autant il y a des analystes qui disent le prix va peut-être baisser à cause de la voiture électrique et de son impact, mais il y en a aussi beaucoup, des plus écologiques, là, des gens de l'industrie de l'énergie, qui regardent ça, des experts, puis qui disent, ben, probablement que ça va plutôt être 2 $, ce qui serait probablement le vrai prix du litre. En ce moment, là, on le paye pas assez cher parce que la planète mérite mieux que de nous voir tous conduire tout seul dans notre voiture. Fait que, puis sincèrement, moi, je t'avoue qu'au début, j'étais comme bien du monde, je chialais. Puis tu sais, j'y vais à la pompe. Là. Moi, j'en ai déjà eu une hybride, mais on a bien haï ça. Moi, ma prochaine voiture, idéalement, ça serait une électrique, si le prix baisse un petit peu. Mais en ce moment, on a des véhicules à essence. Écoute, j'ai une petite sous-compact pour la ville qui est magnifique. Je l'adore. J'ai fait 2 documentaires en parcourant le Québec avec. Elle dépense très peu au litre. Fait que, tu sais, je me dis finalement, je gaspille pas trop. Quand t'as un véhicule comme ça, le choix le plus écologique, c'est de le rouler à fond. Ben oui. Complètement. Moi, je la garde. Tu sais, même le concessionnaire m'a appelé pour me dire, on vous le reprendrait. Mais oui, c'est sûr, tu veux me le reprendre, puis tu vas m'en vendre une autre. Oui, c'est ça qui vient après. Je sais comment ça marche. C'est la phrase d'après. Exactement, c'est ça. T'sais, moi, j'essaie peut-être de me dire, combien tu me le rachètes? Parce qu'il y a une demande incroyable pour les voitures d'occasion. Écoute, c'est fou. Y compris électriques, d'ailleurs, là, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est intéressant de voir que... Puis moi, je te disais... Moi, j'y viens, là. Moi, 2 $ le prix de l'essence, ben, faut réduire nos transports, Mario. On est là. Tu sais, je vois les feux de forêt aujourd'hui. Moi, ça m'arrache le cœur. C'est pas au Québec, mais ça va s'en venir. On va avoir un été, là. Tu sais, on se l'est fait dire. 2023, ça a été l'été le plus chaud depuis 2000 ans, là. Depuis Jésus-Christ. Tu sais, qu'est-ce que ça nous prend pour comprendre qu'il faut faire quelque chose? Puis, alors, les feux de forêt en ce moment à Fort McMurray, les mêmes personnes qui ont été l'année dernière complètement, là, qui ont dû être déplacées. Je veux dire, ça sent partout au Québec. On l'a senti en Europe. Tu le voyais sur des images satellites. La planète était dans un halo de fumée. On risque de revivre ça cet été. Fait que pour moi, c'est vraiment important de s'attaquer à ça. Tu peux me parler de la réflexion sur les jeunes et les écrans, notamment à travers une étude du New York Times. Ben, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de cette lettre fort intéressante d'une jeune de 22 ans qui est présidente de la commission de la relève de la CAQ. Donc, les jeunes caquistes qui disent qu'ils ont fait les frais, finalement, des réseaux sociaux, puis de Meta. Le titre, c'est « Ma génération a été celle des cobayes de Meta ». Et c'est vrai que quand tu lis la lettre, je trouve ça très touchant, ce témoignage de dire, mais ils sont très, très, très conscients. Je veux dire, on a des enfants du même âge, puis moi, mes enfants, probablement comme les tiens, sont très conscients de ce que ça a fait à leur génération et essayent de se contrôler. Tu sais, moi, j'ai ma plus jeune qui a décidé qu'elle était vraiment pas limitée, vraiment minimum vital. Elle a pas Facebook. Elle s'est enlevée de beaucoup d'applications et tout parce que c'est anxiogène. Tu sais. En même temps, quand je vois qu'on dit, bon, puis les jeunes disent majorité numérique à 16 ans, puis là, il y en a d'autres, le PQ disait 14, il y en a d'autres qui disent 15, enfin... Moi, je pense, c'est tous des beaux vœux pieux, mais je pense que c'est juste pas possible. Et j'aurais envie de proposer autre chose à la lumière de cette enquête du New York Times qui vient de sortir, où on se rend compte que les pédos, les prédateurs et tout autre consommateur de chair fraîche sont autant, sinon plus que nos enfants en ligne. Mais c'est sûr. Et moi, j'aurais envie de dire, peut-tu, s'il vous plaît, s'occuper de ces êtres pervers? Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'on a comme un peu baissé les bras en disant c'est beaucoup sur le dark web. Que nenni, ce n'est plus sur le dark web. Ils gênent même plus. Ils se font des associations de gars pervers sexuels. Ils sont même entre eux, ils se font des clubs. Non, mais pour eux, là, c'est un camp de pêche pour des pêcheurs. C'est épouvantable. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait véritablement, là.
Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a des escouades un peu, qu'on fait des études. Les corps policiers nous disent avoir monté des escouades qui patrouillent le web comme jamais. Mais ils sont tellement meilleurs. C'est c'est des hackers, tu comprends? Ils sont tellement professionnels. Ils sont meilleurs que la police. La police, écoute, ils sont 10 à s'occuper de ça. J'avais fait des entrevues avec l'Interpol. Ils m'avaient dit, il y a 5-6 ans, on n'est juste pas assez nombreux. Ils sont tellement plus nombreux et tellement meilleurs que nous. Fait qu'on fait quoi? Puis tu sais, il y a de la bonne volonté de la part des corps policiers, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? T'sais? Puis ils ont beau se parler entre Interpol un peu partout sur la planète. C'est juste impossible. Alors, mais l'étude du New York Times, qu'est-ce qu'elle dit sur la présence des prédateurs sur les réseaux? Ils disent ça justement, que finalement, ils ont vu des pubs qui impliquent une enfant de 5 ans et ils ont vu, en fait, c'est une enquête qui montre que des vieux monsieur, là, du 50, 60, 70 ans, sont allés voir ces publicités qui impliquaient une enfant de 5 ans. Ça a été surtout massivement des hommes d'un certain âge, d'un certain profil. C'était pour confirmer, dans le fond, que c'était des pédos qui allaient regarder des publicités. Puis c'est pas juste la pub, là. C'est des photos, tu sais, les parents qui mettent des photos de leur enfant là, sur leurs réseaux sociaux. Tu sais, ton petit enfant dans la poussette, t'es content d'avoir un... Eux, là, ils trippent sur des bébés, là. C'est du monde dégueulasse, là. Ça trippe sur des petits bébés en couche, là. Ça les excite, là. Ça, ils s'envoient ça, là. T'as-tu vu ça? Écoute, moi, ça me sidère. Ça a le don de me fâcher. Mais c'est vraiment... Ces perversions-là existaient. Mais tu sais, c'était... Mais là, c'est comme le magasin est ouvert, là, les portes, les vitrines, les portes sont ouvertes. Et ils disent, par exemple, que ils voient tout. Donc, il y avait une spécialiste, entre autres, qui disait les prédateurs sont sur ces plateformes aussi souvent, et ils passent autant d'heures que nos enfants. Ils visionnent ce que nos enfants font, ce que nos enfants publient. Ils se font passer, ils créent des faux profils. Fait que là, il y a du leurre d'enfants. Fait que là, c'est toutes des activités criminelles. Parce que tu peux posséder des images d'enfants, tu peux toujours... Ça, tu t'en sors relativement bien, là, en termes de... Mais le leurre d'enfant, mais le leurre d'enfant, là, si tu peux en pogner un, lui, c'est de la prison. Puis, alors, fin des sentences bonbons, puis vraiment qu'on donne des moyens aux corps policiers pour qu'ils interviennent. Et surtout, comme parents, faisons attention de pas... Puis comme ensuite, les jeunes, ben c'est d'être conscient de ça. Tu sais, autant on dit, on a été les cobayes de Meta, mais on est aussi de la chair fraîche pour tous ces malades là, qui trouvent que c'est appétissant. Outillés pour comprendre ce dans quoi on vit. Voilà. Merci, Isabelle. Merci. Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, c'est une des grosses nouvelles du jour qui est tombée en milieu d'après-midi. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, ne déposera pas d'accusation criminelle dans le dossier d'Adil Sharkawi. Je vous lis la décision. Le DPCP conclut que la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe identifiable au sens de la disposition du code criminel applicable. On en parle tout de suite avec Guillaume Rousseau, auteur et professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Professeur Rousseau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de la décision du DPCP? Ben, c'est qu'en fait, l'article du Code criminel en question, l'article 319, il y a comme 4 éléments qu'il faut rencontrer pour pouvoir conclure que quelqu'un a commis le crime. Donc, une incitation à la haine. Ici, ça semble être le cas là, quand on lit le texte de la personne en question, M. Sharkawi. Ensuite, il faut que ce soit dans un endroit public. Là aussi, ça c'était dans un endroit public, une manifestation dans la rue. Ensuite, il faut que ce soit contre un groupe identifiable, par exemple, par sa religion, son origine, c'était le cas. On avait visé des Juifs. Mais ensuite, il y a le critère de... Il faut que l'institution soit susceptible d'entraîner une violation de la paix. Et c'est là où c'est un petit peu moins évident, peut-être. C'est ce 4e élément-là de l'infraction criminelle. Et dans le communiqué du DPCP, on dit que c'est l'interprétation qu'en font les tribunaux aussi là, qui est exigeante. Donc, le fameux critère, donc la loi dit que ça doit être susceptible d'entraîner une violation de la paix, et ça, c'est interprété par les tribunaux comme il faut qu'il y ait un certain degré de violence ou de risque de préjudice. C'est peut-être ça qui manque. Là. Je vais le lire, là. Je vais aller à relire ce qu'avait dit Sharkawi, parce que vous nous l'avez bien expliqué. Donc, si quelqu'un, d'incitation à la haine, quelqu'un va au micro, au lutrin,
et dit, il faudrait qu'on agresse, qu'on attaque, qu'on batte, qu'on tue les gens de telle couleur, de telle origine ou de tel métier. Là, on est dans une incitation à la haine. Dans le cas de Charkaoui, il dit, ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un à un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. Donc là, on ne demande pas à la foule de poser des gestes violents, on le demande à Dieu. On demande à Dieu de poser des gestes violents, mais devant la foule. Au billard, c'est pas un coup par la bande, ça? Il y a de ça. En même temps, est-ce qu'il y a un risque de préjudice? Est-ce que dans le contexte, on pense vraiment qu'il y avait un risque? Est-ce qu'il y a des preuves? Dans le fond, c'est une question de preuves. On peut penser que le gros bon sens peut nous dire que c'était une façon de dire à des gens de s'en prendre à des Juifs, mais si on n'a pas de preuves qu'il y avait un risque réel, que des gens dans la foule qui l'ont entendu, une fois qu'ils ont entendu ça, aillent dans un quartier juif ou s'en prendre à une synagogue. Donc, c'est une question de preuve au-delà des raisonnements un peu plus abstraits qu'on peut avoir. Fait que ça, c'est une chose. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a l'excuse de la religion, du propos religieux, là, dépendamment de quel article du code criminel on cherche à utiliser le cas échéant pour qu'il y ait une infraction. C'est sûr qu'il y a un moyen de défense là, lorsqu'on exprime une opinion sur un sujet religieux ou qu'on base notre opinion sur un texte auquel on croit. On peut penser que M. Charkaoui se basait sur un texte religieux. Là. Du moins, il y a cette excuse-là qui avait été évoquée là, dans le débat. C'était une des questions que je voulais aborder avec vous, puis je la pose en double. Parce que le DPCP ne nous dit pas, dans sa décision, il ne nous dit pas qu'il s'est appuyé sur l'article dont vous venez de parler, l'exemption, l'espèce d'exemption ou de nuance religieuse qui est dans le code criminel canadien là, depuis 20 ans sur le discours haineux. Vous, pensez-vous qu'il s'est appuyé là-dessus? Et pensez-vous que cette exemption-là, comme professeur de droit, elle est justifiée? Moi, je dois avouer que comme citoyen, là, elle m'étonne, là, tu sais, que on met le code criminel, on encadre le discours haineux, puis là, on y va avec un sous-paragraphe pour dire, là, si ton discours haineux, il s'appuie sur un texte religieux ou une conviction profonde, là, sincère de religion, mais là, peut-être que le discours haineux devient un peu plus acceptable. C'est pas étonnant, ça, dans un pays comme le nôtre? Moi, effectivement. Donc, deux choses. Dans le premier cas, effectivement, quand on lit le communiqué du DPCP, on n'a pas l'information, mais le peu d'informations qu'il nous donne sur la raison, il invoque plutôt l'interprétation que font les tribunaux de l'infraction. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc là, ça nous mène, par exemple, à une affaire récente, R contre Tétu, où on nous dit il faut vraiment qu'il y ait un risque de préjudice. Il ne suffit pas qu'il y ait un propos qui incite à la haine, ça prend un risque de préjudice. Donc, le communiqué n'est pas si clair, il nous dit pas si la question du moyen de défense fondé sur le propos religieux a été pris en compte ou pas, mais le peu qu'on nous dit, ça nous semble plutôt dire qu'un des 4 éléments de l'infraction semble pas présent. Je comprends. En tout cas, ça semble plutôt être ça. Mais sinon, n'en demeure pas moins que le débat de société, c'est une belle occasion de faire le débat de société sur ce fameux article du Code criminel, là, 319.3b, qui fait en sorte qu'il y a une espèce d'excuse, effectivement, quand on se fonde sur une opinion religieuse. Puis là, effectivement, je pense qu'il y a du pour ou du contre. On comprend que c'est une disposition du Code criminel qui, à la base, limite la liberté d'expression, même si on peut trouver ça normal que la liberté d'expression couvre pas l'appel à la haine. Puis là, ça vient limiter aussi la liberté de religion quand quelqu'un tient ces propos-là au nom de ses croyances religieuses. Fait que ça fait comme deux arguments qui incite à ce qu'il y ait cette exception-là. Mais ensuite, on peut trouver d'autres arguments. C'est le droit à l'égalité, peut-être probablement qui est derrière l'infraction comme telle, parce qu'on veut empêcher des groupes identifiables par leur religion ou leur ethnie d'être attaqués par de tels propos. Fait qu'on a d'un côté liberté de religion, liberté d'expression, l'autre côté droit à l'égalité. C'est pas simple. Mais peut-être que ça pourrait être mieux encadré, voire aboli, mais en tout cas, ça pourrait être peut-être mieux circonscrit comme exception. Professeur Rousseau, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Alors, fin du recours aux agences privées, le gouvernement Legault a trouvé une solution temporaire. La crise appréhendée sur la Côte-Nord, en Abitibi aussi. Une équipe volante, publique. Nos analystes vont nous dire ce qu'ils en pensent. Emmanuel Mariopol, bonsoir. Bonsoir, Sophie.
Les Bonsoir. gens disaient, hein, on se rappelle, hein, vous n'avez pas pensé aux réalités des régions. Le ministre a réagi rapidement. Il était avec toi, Paul, un petit peu plus tôt à la Joute. On écoute un extrait. Ça va changer la dynamique parce que là, on passe d'une dynamique de confrontation à une dynamique de concertation. Ouais. Puis là, on dit, écoutez, on peut-tu travailler ensemble? Pour le bien des patients. Ouais. Enfin! Enfin, hein, ouais. Pensez quoi de cette stratégie? Christian Dubé a clairement sorti un lapin de son chapeau aujourd'hui, parce que si les agences privées pensaient l'avoir coincé, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu renouvellement des contrats entre le gouvernement et les agences, qui pourvoient plus de la moitié du personnel à certains moments sur la Côte-Nord. Or, certaines agences auraient, depuis quelques jours, décrété qu'il n'y avait pas de personnel qui se portait volontaire, et puis donc, on peut pas remplir le contrat, et c'est ça qui a créé la pénurie. D'un seul coup, Christian Dubé a fait d'une pierre deux coups aujourd'hui, on doit le dire. Premièrement, le feu n'est pas éteint, mais il est sous contrôle. Il se sort de la menace de ces agences privées là, qui, selon certains, se livraient carrément à du chantage. Puis en même temps, il conclut cette entente-là, c'est une relation nouvelle avec deux centrales syndicales, la FTQ et la CSN, on le souligne, mais ça pose d'autres questions. La FIC n'est pas là. La FIC qui représente l'immense majorité des infirmières qui ne jouent pas dans ce Québec nouveau qui est en train de se dessiner pendant que les patients ont besoin d'aide. La FIC n'est pas là. Oui, c'est bloqué dur. Hein? La FIC qui relance, Mario, ses moyens de pression, exclut pas la grève non plus. Et on entendait plutôt avec Julie, le vice-président, qui disait qu'on a proposé ce principe-là, puis on a eu un non ferme de Sonia Lebel. Oui, j'ai entendu ça moi aussi, là, mais dans les faits, c'est Paul qui a résumé la situation très bien. Là. Aujourd'hui, les syndicats demandaient à Christian Dubé « Arrête de faire avec les agences ». Christian Dubé fait ce que les syndicats souhaitaient et qui est souhaitable pour la collectivité, je pense aussi, là, de se sevrer des agences. Et au moment où on est dans l'opération, ça brasse dans le bateau, là, on a besoin d'aide. Christian Dubé arrive avec les deux autres syndicats qui lui amènent le personnel dans une entente. La FIC, tu sais, à un moment donné, la FIC là, aurait dû être là, là. Quand tu fais pas partie de la solution, les gens finissent par conclure que tu fais partie du problème. Là. Ouais. C'est un coup de maître, Emmanuel? Oui, parce que je pense que ça donne un bel exemple que c'est possible de sortir de l'affrontement dans le réseau de la santé, puis tout le monde a compris que le réseau de la santé peut pas se remettre sur les rails si on est toujours dans cette logique d'affrontement. Surtout, c'est que ça donne une feuille de route pour la suite des choses, parce que tout d'un coup, tu as des infirmières qui aiment ça, elles, aller travailler 18 heures par jour pendant 8 jours de temps, pour revenir à la maison puis être avec leur famille le reste du temps. Mais ces femmes-là, elles vont être aussi bien payées qu'avant, mais en plus, elles vont éventuellement avoir accès à un fonds de pension, des congés payés et tous les avantages de faire partie du service public. Donc, pour le gouvernement qui cherche une façon de ramener les infirmières d'agence dans le public, mais là, on a une feuille de route et une opportunité supplémentaire pour essayer de les convaincre. Bien. Parlons des jeunes et des écrans. C'est un sujet essentiel, un débat important, de plus en plus à l'avant-scène. On a vu les recommandations des jeunes caquistes. Écoutez. On se sent vraiment comme les cobayes, dans le sens qu'il y a une utilisation qui a été faite, qui n'a pas été encadrée. Puis là, on se rend compte, maintenant qu'il y a des effets sur notre sommeil, maintenant qu'il y a des effets sur notre socialisation, puis sur notre concentration, on se dit « Oh, il faudrait peut-être agir ». Les cobayes, hein? C'est pas rien. La majorité numérique, là, on aimerait la fixer à 16 ans, plus sévère qu'en France, en Floride. Vous en dites quoi? Bien, moi, personnellement, je suis d'accord. Je suis totalement en faveur. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable... Est-ce que Québec a le pouvoir de faire ça dans notre fédération? Est-ce que c'est la meilleure façon de procéder à l'échelle de la société? C'est une chose pour un parent de dire « t'auras pas de médias sociaux, bébé », mais c'est une autre chose de réussir à le mettre en œuvre. Moi, je pense que la beauté de ça, c'est qu'on est en train de voir une espèce d'approche transpartisane potentiellement se dessiner entre le PQ et la CAQ là-dessus. Puis objectivement, sur ce dossier-là, c'est la seule façon d'avancer. Ce que je note aussi, c'est que je reprends, là, je réécoute l'argumentaire de cette jeune femme, Madame Diop. C'est intéressant, tu sais, on est d'accord ou pas, mais peu importe, c'est argumenté et ça vient de jeunes, justement, qui provoquent le débat. Ça venait de Mario ou de moi ou d'Emmanuel, c'est pas la même chose. Moi, des jeunes provoque ce débat-là, qui est un débat de société. Joëlle Boutin, à la Joute, le disait aussi elle-même. Elle est contre, comme mère de famille de jeunes ados, là, elle est contre, mais il faut en parler. Et puis, il faut trouver un forum. Il faut que ça se fasse. Joëlle proposait une commission parlementaire, peu importe, mais c'est un débat de société contemporain qui est hyper important au Québec en ce moment.
Je sais pas pour vous, mais Mario, moi, j'ai le sentiment que ce téléphone-là, les réseaux, ça a changé effectivement notre cerveau, non? Peu importe l'âge qu'on a. Là. Complètement. On imagine les jeunes. Complètement. On imagine les jeunes. Moi, je dis bravo aux jeunes de la CAQ, vraiment, pour cette sortie-là. D'abord, parce que ils n'ont pas eu peur. Là. C'est sûr qu'ils ont eu la discussion entre eux. Regarde, notre chef, François Legault, vient de dire il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas trop le goût de toucher à ça. Alors, ils auraient pu, les jeunes, un peu rentrer dans leur terrier en disant, ben là, tu sais, on peut... Non, ils ont choisi de brasser leur propre parti, de pousser. Puis, c'est excellent sur un sujet qui les touche directement. Et je pense que, tu sais, la CAQ a aussi besoin de ça. Là. On sent que c'est un parti qui est en deuxième mandat, qui s'encroute un petit peu, là, puis que son programme du deuxième mandat était moins ambitieux que le programme du premier mandat. À se faire brasser par la commission jeunesse, en ce qui me concerne, c'est parfait, surtout sur un sujet important comme celui-là. Mario aime ça, des commissions jeunesse qui brassent. J'aime ça, Mario. Oui. Oui, absolument. On va parler du ministre Pierre Fitzgibbon qui a un peu semé la confusion aujourd'hui en parlant des taxes sur l'essence. On en discute au retour. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. C'est peut-être quelque chose que je devrais pas dire à la radio et à la télé, mais moi, toutes mes applications, mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Je me suis dit, personne ne peut trouver ça, personne ne va penser à ça. Non, il y a personne qui va aller, puis ton utilisateur, pour tout le monde qui écoute à la maison, Mario.Dumont, c'est tout. Faites ça, 1, 2, 3, 4. Faites tout accéder au code secret, au dossier de Mario Dumont. Parce qu'on s'est posé la question, quels sont les mots de passe à 4 chiffres les plus utilisés? Ouais, c'est une étude qui a été révélée mercredi sur les codes les plus populaires. Puis je t'avoue que ça, c'est toujours le genre de choses qui me fait le plus sourire. Puis là, on parle pas des codes écrits avec des lettres, une combinaison de lettres puis de chiffres. Là, non, vraiment le NIP, là, le NIP à 4 chiffres là, qui est utilisé un peu partout. Parce que, règle générale, un NIP, c'est 10 000 combinaisons différentes là, que tu peux faire juste avec 4 chiffres. Donc, tu comprends, t'es pas supposé ramener tout le temps la même affaire. Sauf que t'as raison, le 1, 2, 3, 4 revient souvent, mais c'est pas juste lui. Et là, on a révélé dans cette étude-là ceux qui sont les plus populaires. Les 10 plus populaires. Ouais. Puis les plus populaires gagnent pas fort, hein? 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, tiens, 1, 2, 1, 2, 7, 7, 7, 7, 1, 0, 0, 4. 1, 2, 1, 2, c'est celui de François Pérusse? Ouais, 1, 2, 1, 2. C'est vrai, hein? C'est vrai, le 1, 2, 1, 2. Oui, donc, excusez-moi. 2000, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 69, 69. Il y a des gens qui ont de la suite dans les idées. OK. Bon. J'avais pas vu venir le dernier, je dois avouer humblement. Oui. Il fait partie de ce fameux... 69. On salue les auditeurs à la maison qui utilisent ce mot de passe-là. Sachez que... non, on les salue pas, on leur demande « Appelez-nous, expliquez-nous pourquoi, là. » Ouais, mais oui, exact, on se questionne. On comprend pas, pourquoi pas 73-73? Non, c'est ça non plus. Non, mais c'est quand même intéressant de voir que ce sont des codes comme ça qui sont, malgré tous les conseils qu'on a en cybersécurité, de faire attention, d'utiliser des codes différents pour différents appareils, on se comprend que ça devient difficile. On a tellement de... Moi, j'ai tellement de comptes, j'ai tellement d'appareils différents avec des codes différents. Je sais pas si tu fais partie de ces gens-là, Mario. Moi, là, oublier mon code, là, tout le temps. Sur tous les trucs, j'oublie tous mes codes. Je suis pas si pire là-dessus, mais je veux dire, il reste que tu peux pas mettre des mots de passe totalement différents. Mettons, t'as raison, on doit être membre ou d'application. Je sais pas, peut-être dans notre vie, 100 affaires différentes. Ah, sûrement, c'est beaucoup. Là, je veux dire, juste au travail, t'en as. J'arrive de vacances, là. Je me suis inscrit dans un nouveau site de réservation d'excursion. Oui. Ben là, ils m'ont fait créer un compte. Est-ce que tu te souviens de ton mot de passe? Ben là, ça fait 3 jours, là, je m'en souviens. Merci, Alexandre. Salut. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Le ministre Fitzgibbon a-t-il ajouté de l'essence sur le feu? En tout cas, on essaie de le suivre. En marge de ce point de presse aujourd'hui sur le prix de l'essence. Il veut abolir le prix plancher de l'essence, on l'a vu, mais pour ce qui est des taxes, c'est un petit peu plus confus. Il s'est fait poser la question, voulez-vous les baisser? Écoutez sa réponse. C'est des gens qui disent mais pourquoi ils ne baissent pas les taxes sur le carburant? Vous répondez quoi à ça? Baisser les taxes sur le carburant. Je pense qu'il faudrait monter. Il faut faire quelque chose. Bien entendu, oui. Mais on est dans l'erreur. Est-ce qu'il nous a corrigé par écrit un petit peu plus tard? Voyez, aucune intention, M. Fitzgibbon, son gouvernement, de les hausser. Certains journalistes ont mal interprété mes propos. Il n'y a rien de pire que blaguer et disparaître quand même. Hein? Mais parce qu'il faut comprendre le personnage. M. Fitzgibbon, il y a ce qu'il pense, puis il y a ce que dicte la politique du gouvernement. Puis des fois...
Comme il faudrait réduire le nombre de voitures ou monter les taxes sur l'essence. C'est dans la rapidité du virage énergétique du Québec. On voit qu'il est dans la catégorie des plus pressés que son premier ministre. Il y a des soirs, il laisse la porte ouverte à quitter la politique au cours des prochains mois. Puis le lendemain, il veut se représenter pour un autre mandat. Il est fait comme ça, M. Fitzgibbon. Mais clairement, on comprenait que c'était au niveau du principe. Il est ministre de la transition énergétique. Puis baisser les prix de l'essence, c'est pas exactement une bonne idée pour notamment les gaz à effet de serre et aussi l'incitatif que ça peut avoir à prendre le transport en commun. Bref, on comprend qu'il l'a échappé, là. Ouais. Mario, sur le fond, là, abolir le prix plancher, mettre en place un régime de transparence, ça va changer quelque chose? T'en penses quoi? Ça peut pas nuire, mais il y a rien qui va miraculeusement faire baisser le prix de l'essence. Mais par exemple, dans la région de Québec, là, c'est clair, les gens se font dire qu'ils ont payé un 4 sous de trop. Là, historiquement, sur une longue période, il y a une moyenne d'un 4 sous de trop. C'est des choses qui peuvent pas nuire. Il n'y a pas de doute d'avoir plus de transparence. L'affaire quand même importante, c'est le prix plancher. Il faut se souvenir d'où ça vient. Moi, je siégeais à l'Assemblée nationale quand ce débat-là est arrivé. C'est parce que les géants du pétrole ont décidé à un certain moment de tuer les petits, tous les petits indépendants, en vendant à perte, en disant pendant quelques semaines, quelques mois, on va vendre à perte. Je veux dire, les gros, le Petro-Canada, Ultramar avaient moyen de supporter ça, quelques semaines de perte, en se disant les plus petits joueurs, les petits indépendants, eux autres, ils vont y passer, ils pourront pas survivre, et après ça, on aura un oligopole, on aura, tu comprends, le plein pouvoir sur le marché. Mais là, je pense qu'en 2024, le ministre Fitzgibbon n'a pas nécessairement tort, que dans l'état actuel des prix de l'essence, des marges de profit, maintenir un prix plancher, je pense qu'il y a bien plus de citoyens qui voudraient un prix plafond, arrêter ça d'augmenter. La suggestion de Pierre Poilievre, vous avez vu ça passer, couper les taxes sur l'essence pendant l'été. Emmanuel, t'en dis quoi? C'est très racoleur, c'est très populiste, je dirais. Mais si on prend l'enjeu, on est quand même dans une société où on est tellement conditionné à digérer qu'on est taxé jusqu'à l'os et perpétuellement que tout d'un coup, dès qu'un politicien dit « Écoutez, les amis, là, le monde sont prêts à la gorge, peuvent partir en vacances, il faut baisser les taxes », on a comme un réflexe de frein. Fait que je pense que c'est sûr que c'est de la petite politique d'une certaine façon, puis il sait que M. Trudeau va pas le faire. Mais je trouve, ceci étant dit, qu'il force ce débat-là, néanmoins, sur notre niveau de taxation au Canada, puis si sur un moment donné, il faudrait pas faire quelque chose à ce sujet-là. Oui, bien. Un dernier mot sur ce projet de loi 57 sur la sécurité des élus. La Ligue des droits et libertés avait déjà sonné l'alarme. Là, c'est au tour des patronnes, des patrons des grandes salles de presse de le faire. On écoute. Le travail journalistique doit être maintenu. La recherche de l'information, des faits, de documenter des dossiers de façon neutre et complète et vérifiée, c'est absolument essentiel dans notre démocratie. Alors, dans cette lettre, il y a plusieurs groupes de presse qui disent attention à la liberté d'expression des citoyens et des médias. Et c'est tellement vrai, parce que on comprend, mais souvent le mieux est l'ennemi du bien. Et puis le projet de loi était pour protéger les élus de certains abus, et il y en a des abus. Mais la question qui commence à percoler, là, je vais reprendre l'expression, c'est que est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin? Je m'explique. Si les citoyens ne peuvent pas s'exprimer comme ils le veulent, soit dans un parlement, soit dans un conseil municipal, où pourrait-il le faire? Tu sais, c'est l'essence même de la démocratie. Maintenant, comment on peut trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression et justement la ligne parfois qui est franchie où c'est carrément de l'intimidation contre les élus? Il va falloir peaufiner ce projet de loi-là, à mon avis. Oui, puis le problème, c'est qu'on ne peut pas nécessairement toujours présumer de la bonne foi de tous les élus. Là, il y en a eu des cas où des injonctions, des accusations de harcèlement criminel, etc., ont été déposées contre des journalistes qui finalement ne faisaient que faire leur travail à talonner des politiciens ou des personnalités publiques qui ne voulaient pas répondre et qui avaient pourtant des comptes à rendre. Mario? Oui, et c'est la crainte des patrons des salles de presse. Exemple, un journaliste là, qui déciderait, je sais pas, que tel programme gouvernemental, il veut fouiller à fond chaque pièce qui est dépensée là-dedans. Est-ce qu'il pourrait se faire accuser d'être en harcèlement du ministre responsable du programme? C'est ce que les patrons de presse veulent pas, là. Voilà. Alors, on verra si le projet de loi sera éventuellement amendé. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
Ne faites pas le saut, je prends le relais de Mario Dumont qui devait se déplacer pour un rendez-vous urgent. Jusqu'à la fin de l'émission, on sera donc ensemble et je suis assez content de pouvoir mener la prochaine entrevue parce que c'est un dossier qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, celui du hockey mineur. On a eu droit à un véritable cri du cœur plutôt aujourd'hui du côté d'Alexandre Picard, qui est un de nos collègues, un analyste à TVA Sport, un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, mais surtout, le père d'un jeune qui évolue dans le hockey mineur au Québec. Il y en avait beaucoup sur le cœur dans cette lettre ouverte qu'il a publiée aujourd'hui. J'ai le plaisir de m'entretenir avec lui à l'instant. Monsieur Picard, bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Je suis tellement content que vous ayez mis le doigt sur tellement de choses. J'ai été moi-même arbitre de hockey mineur pendant un bon bout de temps, puis j'en ai vu des vertes et des pommures, je vous avoue, dans ce milieu-là. Faites-nous part un peu tout d'abord de ce qui vous décourage le plus, de ce qui vous agace le plus dans le hockey mineur québécois. En fait, pour mettre les gens en contexte, moi, j'ai terminé ma carrière d'hockeyeur en Europe. J'ai été en Europe pendant 7 ans et mon fils de 12 ans maintenant a débuté son hockey mineur, a donné ses premiers coups de patin en Suisse et par la suite en Allemagne. Donc, j'ai vu un peu ce qui se faisait là-bas en termes de développement. La Suisse et l'Allemagne étant des nations qui ne sont pas des nations de hockey. Le soccer domine largement le paysage sportif de ces pays-là. Eux ont compris qu'ils avaient besoin d'un jeune qui arrive à l'aréna avec un sourire parce qu'il aime pratiquer ce sport-là et qu'il fallait qu'il reparte aussi après l'entraînement avec un sourire. Sinon, il risquait de perdre ces jeunes-là au soccer. Et c'est ce que je déplore depuis que je suis revenu au Québec en 2019. Je me sens un peu comme un extraterrestre parce que j'essaie d'amener cette mentalité-là ici, mais un peu comme Jocelyn Thibault, à travers la présidence d'Hockey Québec a vécu. J'ai souvent sans dire des combats, mais je dois souvent débattre mes points et souvent, ils sont pas acceptés par la majorité des personnes qui sont en charge du hockey mineur ici. Est-ce que vous metteriez une partie du blanc, peut-être, vous le dites, c'est le soccer en Europe, ici c'est le hockey, là, c'est le sport national, tout le monde en mange, tout le monde vit pour le hockey. Est-ce que vous mettez un peu de compte là-dessus sur le fait que, justement, il y a beaucoup de gens qui mettent une pression extraordinaire sur les jeunes, surtout sur le sport lui-même? Je te dirais que oui. Puis en étant ancien arbitre, je pense que tu peux bien le dire aussi que une personne qui entre dans l'aréna va complètement se changer parfois. Parce que c'est pas vrai que c'est les intervenants ou les entraîneurs dans le hockey mineur au Québec, ce sont tous de mauvaises personnes, de mauvais pédagogues. C'est juste qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui s'allume en eux parce qu'il y a une pression additionnelle ou une passion qui est pas bien canalisée et dirigée envers les joueurs. Et Stéphane Auger, qui est le nouveau président d'Hockey Québec, s'est entretenu ce matin à Salut Bonjour. Et je pense que c'est important de le répéter parce que pour calmer les ardeurs des parents envers les attentes de leurs enfants. Oui. Par année de naissance au Québec, combien de joueurs pensez-vous vont réussir à jouer au moins un match dans la Ligue nationale de hockey? Donc, vous prenez l'année de naissance 2018, par exemple, au Québec, de tous les petits hockeyeurs nés en 2018, combien vous pensez vont jouer un jour dans la Ligue nationale de hockey? La réponse, c'est 2. Pourquoi faire subir des choses comme ça à ces jeunes-là? Et j'ai eu plusieurs témoignages aujourd'hui suite à ma chronique. Je peux te confirmer que ça laisse des séquelles sur des adultes qui m'ont écrit des messages qui eux-mêmes ont vécu ce type de traitement lorsqu'ils étaient jeunes. Donc, moi, ce que je demande, c'est juste de garder les jeunes dans le cœur du débat et d'arrêter de penser aux performances. Reliez-vous plutôt au développement et au plaisir comme on fait en Europe. Oui, puis tout ça, ça passe beaucoup. Là, on contourne un peu, on est un peu autour du pot, là, mais les parents, hein, dans les arénas, beaucoup, les parents. Entre arbitres, c'était un peu le gag. Là. Plus c'était tôt le matin, plus c'est des catégories de jeunes quand t'arbitrais, puis plus c'est jeune, pire la foule est parce que tous les parents sont convaincus que leur enfant, c'est Sidney Crosby qui va faire la Ligue nationale. Ils sont comme illusionnés au maximum autour de tout ça. Puis ça réagit. Quel message on devrait envoyer aux parents de hockey? Devise, pour de vrai, et par rapport à, on devrait débuter, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'enfant doit arriver avec un sourire au visage et quitter l'aréna avec un sourire au visage. Ne devrait pas avoir de pression additionnelle d'un parent, je crois. Et
c'est le seul message que je peux dire. À la base, le jeune fait le sport parce qu'il aime ça. C'est de l'activité physique. Il devrait juste être satisfait de venir à l'aréna, d'être avec ses amis, de pratiquer un sport. Oui, c'est la priorité absolue autour de tout ça. Il y a aussi, évidemment, le dossier là, des entraîneurs également qui, des fois, se prennent trop au sérieux, là, sont convaincus que leur équipe, il faut qu'ils gèrent ça comme des trios de la Ligue nationale, puis il faut que ton premier trio soit le plus souvent sur la glace possible. C'est pas une réalité qui est adaptée pour des jeunes, on se comprend? Aucunement, et c'est ce que je dénonce dans ma chronique. Je pensais jamais avoir à me rendre là, mais nos matchs de l'équipe à mon fils qui jouait M13, donc c'est des jeunes de 11-12 ans, et diffusés sur Facebook pour les parents qui ne peuvent pas être au match. Souvent, moi, ça m'arrive, je travaille ici à TVA Sport, j'ai un petit écran, je suis capable de voir en même temps ce qui se passe. C'est bien, mais j'ai pris justement la séquence. Ce que je reproche, c'est qu'en troisième période à la Coupe Chevrolet, qui sont les provinciaux, on tirait de l'arrière 3-1. Et pour tenter un retour dans le match, il y a certains joueurs qui ont écopé. Et j'ai calculé le temps de jeu de tous les joueurs de l'équipe. Et la différence, elle est énorme entre celui qui joue le moins, qui joue 1 minute 17, et qui ne joue pas en prolongation parce qu'on a effectué un retour, et celui qui a joué le plus à la fin de ce match-là. Il y a un écart de près de 10 minutes de temps de jeu. Et comment expliquer ça aux jeunes qui, eux, ont été laissés de côté à 11 et 12 ans? J'ai joué dans la Ligue nationale de hockey, j'étais un adulte, j'avais accès à des psychologues sportifs et la confiance était une bataille quotidienne pour moi. Un enfant de cet âge-là n'est pas outillé pour faire face à ce type de situation. Et je parle en tant que père, évidemment, j'ai le cœur brisé, le cœur en miettes lorsque je réalise ça. Mais en tant qu'intervenant aussi, parce que mon fils n'est pas le seul. Il y a d'autres jeunes, et j'en ai reçu des centaines de témoignages aujourd'hui qui abordent dans le même sens. Et c'est un adulte, ultimement, qui endosse ses décisions. Et ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Puis ajoutons à ça, là, on l'y touchait rapidement, mais le mauvais traitement qui est réservé aussi aux arbitres, qui sont souvent des jeunes, des adolescents dans les arénas, qui donnent de leur temps, de leur fin de semaine, de leur matin pour être sur place. Il y a une pénurie d'arbitres. Puis si on continue à les insulter massivement, comme le font les parents, on se comprend que ça donne ni un bon exemple pour les jeunes, ni pour tout le reste de la société. Vraiment, un texte des plus intéressants que vous avez publié ce matin, M. Picard. Je pense que c'est un exercice qu'on se doit de faire en tant que société qui aime le hockey, puis je veux qu'on continue d'être des fans, des passionnés, de se lever dans les estrades puis de crier pour encourager nos enfants, pas pour le contraire, pas pour engueuler. Le faire de la bonne façon. Que ce soit. Le faire de la bonne façon. Monsieur Picard, Alexandre Picard, vous êtes notre collègue analyste à TVA Sport, ancien joueur aussi de la Ligue nationale de hockey. Merci pour ce message aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Il n'y avait qu'une seule partie de la Ligue nationale de hockey diffusée hier, Jean-François Barry, mais quelle partie? L'Avalanche qui refuse de se laisser tomber et de mourir. Ah, moi, je pensais que ça en était fait, là. Surtout avec Nichushkin, là, qui, tu sais, il est suspendu 6 mois. Je pensais que le moral allait être dans les talons, mais hier, ce sont les canons de l'Avalanche qui se sont réveillés. Tu sais, les McKinnon, les Makar, les Lekkonen, qui ont refusé de laisser mourir leur équipe. Donc, il va y avoir un 6e match dans cette série-là, qui est une bonne série. Les Stars, c'est peut-être la meilleure équipe de l'Ouest. L'Avalanche, les talonne pas loin derrière. Donc, c'est du très bon hockey. Et j'ai envie de te poser la question, toi qui es un fan inconditionnel des Canadiens, qui voit parfois la vie en rose. Est-ce qu'on a ce genre de joueur-là? Parce qu'à un moment donné, le Canadien va être en série. Puis il va y avoir ce genre de match-là éliminatoire où nos meilleurs joueurs vont se lever. Est-ce que tu penses qu'on a ce qu'il faut un jour pour faire ce que l'Avalanche a fait hier aux Stars de Dallas? Oui et non. Tu sais, je pense que c'est encore à construire. Là. Je pense que évidemment, on a des joueurs qui sont jeunes. Je pense que les séries, s'il y a quelque chose qui est prouvé, tu sais, c'est hier, c'est Joe Pavelski encore qui a un but. Là, c'était son premier des séries peut-être, mais tu sais, qui fait des gros buts au gros moment. Je pense quelque part, ça te prend des vétérans puis du monde qui ont déjà eu le nez dans la moutarde, là, tu sais, qui se sont battus en série pour être capables de mener le bal autour de ça. Ça, je pense qu'on manque peut-être un peu de tout ça, à part les David Savard dans l'équipe. Mais sinon, je sais pas. Moi, la fameuse série, la fameuse run qu'on a fini en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, je sais pas. Voir Cole Caulfield à une année recrue se mettre à compter des buts contre les meilleures équipes de la Ligue nationale alors qu'il était à peine un adulte, je sais pas. Je pourrais leur voir faire ça.
Moi, mon impression, Alexandre, c'est qu'on n'est pas bâti comme ça. On est bâti davantage comme les Stars de Dallas, davantage comme les Hurricanes de la Caroline. Donc, avec d'excellents joueurs, mais pas des joueurs de la trempe d'un McKinnon ou d'un McCarr. Ça passe une fois de temps en temps. Malheureusement, quand le Canadien a repêché très, très bas, il n'y avait pas ce genre de joueurs-là qui transportent puis qui transforment une équipe. Par contre, on va s'arranger, je pense, chez le Canadien pour avoir 3 bons trios. Puis l'offensive peut venir de n'importe où. Tu sais, ce soir, là, les Hurricanes jouent contre les Rangers. Du côté des Rangers, on se doute un peu que ça va passer par Panarin, par Zibanejad. Du côté des Hurricanes, là, on ne sait pas qui va marquer. Ouais. Je pense que le Canadien, je pense que Kent Hughes, Jeff Gorton sont en train de bâtir le Canadien plus à cette image-là. Donc, 3 trios. Oui, un trio un peu plus fort avec Suzuki, Slafkovský, tout ça. Mais quand même d'autres trios qui peuvent produire pour que l'attaque arrive d'un peu partout. Fait que je pense pas que le Canadien s'enligne pour être l'Avalanche, davantage les Stars de Dallas ou encore les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights, c'est un bel exemple. L'année passée, ils ont gagné avec une attaque diversifiée. Oui, un club avec de la profondeur, c'est ce qu'on dit dans ce temps-là de ces équipes-là. Parlant de talent puis parlant de joueurs qui se lèvent au gros moment, c'est 2-2 en ce moment dans la série entre les Oilers puis les Canucks. Puis chaque fois, moi, voir Leon Draisaitl des Oilers compter d'un angle impossible à la même place, but après but après but après but dans son bureau, moi, ça, là, ça m'impressionne. Des gros joueurs qui se lèvent, là, on va en voir dans le match là, ce soir. Ouais, mais eux autres sont plus bâtis comme l'Avalanche un peu. T'sais, eux autres, c'est un gros trio, là, le fameux monstre à 2 têtes, ils l'ont chez les Oilers. Le reste de l'alignement est un peu plus faible, donc eux autres doivent absolument produire. Cette série-là est beaucoup plus serré que je l'aurais cru. Moi, je pensais que les Oilers allaient traverser les Canucks, surtout avec le 3e gardien devant le filet. Mais là, on s'en va pour un 5e match, donc 2-2. C'est une belle bataille entre les Canucks et les Oilers, belle bataille de l'Ouest canadien. Mais l'autre rencontre, là, c'est celle entre les Hurricanes et les Rangers. Puis je pense que les Hurricanes vont pousser ça en 7. Puis là, je m'explique, là, je suis allé voir. Tu sais, je sais que les Rangers ont pris les devants 3-0 dans cette série-là. Puis là, on s'est dit, ils sont bien plus forts que les Hurricanes. Mais dans le détail, là, tous ces matchs-là perdus par les Hurricanes ont été perdus par la marque d'un but, dont 2 en prolongation. Il y en a même eu un qui était en 2e ou 3e période de prolongation. Et dans chacune de ces défaites-là, les Hurricanes ont dominé au chapitre des tirs au but. Dans le premier match, là, c'était juste par un but, mais au 2e match, 57-39. Et au 3e match, 47-25. Donc, ils produisaient plus d'attaques. Ils étaient davantage dans le territoire des Rangers, mais elle voulait pas y aller. Puis je me souviens d'avoir regardé des matchs, des poteaux, des gros arrêts de Shesterkin. Tu as besoin d'un peu de chance en série. La rondelle roulait pas pour eux autres. Puis quand tu perds en prolongation, on va se le dire, en prolongation, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Là, les Rangers sont allés chercher les 3 premiers. Mais depuis ce temps-là, les Hurricanes dominent en temps de jeu. Si tu prends tous les buts comptés dans la série, les Hurricanes dominent. Si tu prends les chances de marquer puis les tirs au but, les Hurricanes dominent aussi. Donc, si jamais les Rangers gagnent ce soir, on va se dire, bon, mais les Rangers étaient meilleurs. Ils ont battu les Hurricanes en 6. Mais je pense qu'il y a un peu de malchance de la part des Hurricanes. Donc, je crois en eux du côté de la Caroline. Pas que je les aime. C'est pas une équipe qui m'est tellement sympathique, mais je pense quand même qu'il va y avoir je sais pas pourquoi on a quelque chose Ben, on est fâché depuis Kotkaniemi aussi, là. Ils nous ont fait un coup de cochon, on va se le dire en bon québécois. Ils nous ont fait un mot du coup de cochon, puis sont pas fins sur les médias sociaux non plus. C'est ça, sont arrogants, ils aiment écœurer les autres équipes quand ils gagnent. Je sais pas, il y a quelque chose que pourtant j'adore Rob Brenamo, ils ont des joueurs comme Aho et Svechnikov qui c'est vraiment des joueurs d'exception. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas vraiment chez les Hurricanes, mais je pense qu'ils vont pousser ça en 6. Et rapidement, Brad Marchand, parce que là le temps nous pousse un peu, mais Brad Marchand qui était un autre qu'on aime puis qu'on déteste en même temps, devrait être là pour le match numéro 6 entre les Bruins et les Panthers. Il en veut pas trop à Sam Bennett. Il a dit, j'ai été souvent de l'autre côté. C'est souvent celui qui reçoit le coup. Puis là, tu fais comment ça que c'est pas puni? Il dit, j'ai souvent été de l'autre côté. Reste qu'il a trouvé que Sam Bennett avait pas été puni assez sévèrement. Jean-François Barry, gros merci. Salut. Merci à vous à la maison. On se retrouve dès le prochain épisode. Cube.